Bien, mesdames, messieurs, j'espère qu'on m'entend bien. Laurent Meillot, donc je suis journaliste automobile depuis plus de 25 ans. Ma spécialité, en fait, c'est la technologie autour de l'automobile. Pourtant, je ne suis pas ingénieur, mais depuis que je suis entré dans le métier de journaliste, en fait, j'ai décidé de m'intéresser à la façon dont on faisait les voitures et la technologie m'a paru être un moyen plus intéressant parce que ça permet de se tenir au courant des sciences et de rencontrer des ingénieurs dans beaucoup de domaines parce que l'automobile, en fait, c'est la synthèse des matériaux, des énergies. Et vous allez voir de plus en plus de la connectivité, par ailleurs, qui nous mène vers la voiture autonome. Alors, je ne vais pas vous parler de la voiture du futur, mais des voitures, de plusieurs futurs possibles. Le fait est qu'aujourd'hui, il y a une convergence très claire. La voiture sera propre, connectée et autonome. Souvent, en fait, des amis, des collègues ou autres me demandent alors à quoi ressemblera la voiture du futur. Bon, c'est difficile de répondre à cette question, d'autant qu'il y a des exemples complètement opposés. Cette semaine, on a entendu parler de la voiture ultra low cost de Renault pour le marché indien, donc une voiture à 5 000 €. Évidemment, une voiture autonome, on la devine un peu plus chère que cela. Et pourtant, même une voiture low cost, elle aura des composants qui feront appel à l'électronique. Et peut-être qu'un jour, on aura des voitures low cost autonomes. Alors, je vais m'efforcer pendant une petite heure de vous montrer un certain nombre de choses, avec beaucoup d'images, peu de texte. Et une petite vidéo pour commencer, parce que pas plus tard qu'hier, j'étais chez Bosch, l'équipementier numéro 1 mondial en Allemagne, bien sûr. Il n'y a pas une voiture dans le monde qui sort sans qu'il y ait au moins une pièce de chez Bosch. Et tous les 2 ans, en fait, cet équipementier invite les journalistes de plusieurs pays, presque du monde entier, j'allais dire, à venir découvrir leurs nouveautés. Et on a beaucoup parlé forcément de voitures connectées et de voitures autonomes hier. J'ai pu en tester 2. Et je vous montrer justement pour commencer une petite vidéo. Alors vous allez la reconnaître, la voiture, c'est une Tesla. Tesla, vous le savez, c'est une jeune marque californienne. Ils font des voitures électriques. Donc ça a un look d'Aston Martin. À l'intérieur, c'est plutôt Apple. Le fait est que Bosch a donc travaillé sur cette voiture pour la rendre autonome. Et j'en parlerai un petit peu plus en détail tout à l'heure. Voici donc à quoi pourrait ressembler la voiture du futur. Bon, c'est en anglais, je m'en excuse, mais les images parlent d'elles-mêmes. Je précise que la voiture reconnaît votre agenda, votre smartphone, et c'est donc quels sont les prochains rendez-vous, par exemple. Ce qui est bien dans cette voiture, c'est la tablette. Elle fait 17 pouces. C'est vraiment très très grand. Très très grand. Mais au moins, on y va bien. Donc pour l'instant, vous l'avez compris, on est en manuel là. Donc toute la question après, c'est qu'est-ce qu'on fait pendant que le véhicule est en mode automatique? Je vous laisse y réfléchir, peut-être qu'on pourra y échanger là-dessus tout à l'heure.
If Philip wishes, he can select this notification to access the top view and monitor the maneuver. Once the car has completed the maneuver, Philip can rate it based on common driving parameters. This helps the car to learn its preferences and to improve its motion behavior for better comfort. Having taken care of all the important work, Philip still has some time left before taking back manual control. He decides to relax and watch a few online videos. When it is time for Philip to take back control, he is notified in steps. With a few minutes left, the drive state indicator switches to orange. And then red, depending on the urgency of the situation. If Philip still doesn't take back control at this point, the car would find the next safe spot on the shoulder and pull over. Switching to manual mode happens in the same way as activating automation. As Philip presses the buttons simultaneously for 3 seconds, the car switches back to manual mode. On reaching his destination, the car provides Philip with some smart statistics on his journey. At a glance, Philip can compare the efficiency of the car in manual and automated modes, and also his savings. From being a mere mode of transport, the car has evolved to become a part of Philip's digital lifestyle. It allows him to be productive when he is on the move, and can be relied upon for needs far beyond mobility. Voilà, tout ça a l'air très futuriste, et pourtant, les composants sont déjà là. Tesla commence à proposer déjà au fur et à mesure ses prestations. J'aurai l'occasion d'y revenir dans un instant. D'abord, quelques mots sur les sujets qu'on va aborder. D'abord, on parlera bien sûr d'énergie. On parle de plus en plus de voitures propres. Cela va nous mener juste après à la connectivité, qui est une réalité. Aujourd'hui, on a de plus en plus des smartphones ou des tablettes, et l'intégration donc est naturelle dans le véhicule. La voiture autonome, on en parlait, ça sera un moment assez long tout à l'heure de la discussion parce que ça soulève beaucoup de questions, mais il y a aussi beaucoup d'avantages naturellement. Et on terminera par les usages qui vont évoluer. Jusqu'à présent, la bagnole, l'automobile, c'était quelque chose d'assez simple, c'était un volant, des pédales, voilà, on va d'un point A à un point B. Aujourd'hui, bien la voiture, finalement, peut-être que demain on ne l'achètera plus, peut-être que demain ça sera juste un service, ça sera un transport à la demande, automatisé ou non. Donc tout ça, on en parlera tout à l'heure. Donc la voiture propre, ce que l'on peut dire déjà, c'est que c'est une tendance de fond naturellement, mais surtout c'est une obligation. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de normes qui se mettent en place. Il y a des objectifs de réduction de CO2. Je rappelle qu'à la fin de l'année, la France va accueillir une conférence sur le climat. Et donc il faut que les constructeurs, tout simplement respectent des échéances. Alors, il y en avait une en 2015, il fallait que les véhicules émettent 130 grammes pour les véhicules neufs, en moyenne, par kilomètre. On est en dessous, et d'ailleurs, les constructeurs français sont les bons élèves de la classe, donc 110 grammes pour PSA en Europe. Renault est au coude à coude, ils sont vraiment très près les uns les autres. Et ces échéances, elles vont continuer. 95 grammes en 2021, et y compris les véhicules lourds, donc comme les utilitaires, seront également soumis à ces règles. Et donc, il y a une corrélation directe. Quand on réduit le CO2, ça veut dire qu'on consomme moins de carburant également. Des grammes par kilomètre. Grammes par kilomètre, effectivement. La voiture propre, c'est aussi une voiture qui se recycle mieux. Là aussi, des nouvelles règles sont entrées en vigueur cette année. Donc, le taux de recyclage est censé atteindre 95%. Et la tendance, c'est qu'on prend des matériaux qui se recyclent plus facilement, mais on met aussi des matériaux déjà recyclés dans des voitures neuves. Donc on fait appel à des plastiques, il y a des fibres naturelles également qui font leur entrée, notamment dans l'habitacle. Donc vous le voyez, du lin, du chanvre, du bambou. Donc non seulement la voiture est plus propre, mais elle devient également plus bio. Alors du côté des constructeurs français, pour ceux qui étaient au Mondial Automobile en octobre 2014, vous avez peut-être entendu parler de ce programme 2 litres au 100, qui est une initiative propre à l'industrie française, portée par la PFA, qui est la plateforme de la filière automobile. Et donc l'idée, c'était de jouer le coup d'après. Tout à l'heure, je parlais de l'échéance 95 grammes par kilomètre, donc à horizon 2020. Donc là, on va beaucoup plus loin. Donc là, on vise quand même une voiture à 2 litres au 100, donc à 50 grammes de CO2, à peu près. Alors bien sûr, ça ne va pas se faire comme ça. Mais techniquement,
Ils y sont arrivés, les constructeurs français, avec l'aide bien sûr des équipementiers. 3 véhicules étaient présents, donc 2 de PSA, une 208 et une C4 Cactus, avec motorisation hybridaire, et une Renault Eolab, hybride rechargeable, avec un moteur essence. Dans les 2 cas, des moteurs 3 cylindres. Alors bien sûr, l'effort a porté sur l'hybridation, mais pas que. Il faut alléger le véhicule. Par exemple, celui de Renault a perdu 400 kg par rapport à une Clio de référence. Et puis, il y a d'autres petites astuces, comme l'aérodynamisme. Tout à l'heure, je parlerai de la disparition programmée, par exemple, des rétroviseurs, qui seront remplacés par des caméras. Mais pas que, il y a également des déflecteurs mobiles, enfin, tout ce qui contribue en fait à assurer une meilleure pénétration dans l'air du véhicule, et bien sûr le rôle des pneus à moindre résistance au roulement. C'est tout un ensemble, il y a toute une équation pour arriver donc à ce résultat, mais l'objectif c'était d'arriver à 2 litres au 100 d'ici 2020, mais tout en restant abordable, ce qui est le côté le plus difficile, le plus délicat de l'opération. Alors on a parlé de voiture à 2 litres, la voiture à 1 litre, en fait, donc l'Eolab, c'est celle qui a une batterie rechargeable, donc elle fait partie du programme 2 litres au 100, mais en fait, elle arrive à 1 litre quand on tient compte du cycle d'homologation, qui est très favorable aux énergies électriques, parce qu'elle peut rouler en mode zéro émission, donc quand on fait la balance, effectivement, la voiture consomme moins qu'une voiture thermique. Le fait est que vous avez en bas ce à quoi pourrait ressembler la voiture faible consommation à la française, donc relativement abordable, et vous avez l'exemple, j'allais dire le contre-exemple, j'ai eu l'occasion de la conduire hier, c'est la Volkswagen XL1, un prototype qu'on peut acheter en toute petite série limitée. Bon, elle coûte 110 000 € quand même, mais la voiture est faite en fibre de carbone, en plastique renforcé par fibre de carbone pour être exact, et il y a un tout petit moteur 800 cm3 diesel associé à une batterie rechargeable. Et donc ce véhicule, vous conduisez dedans, vous êtes pratiquement couché. Il n'y a pas de rétroviseur, ce sont des petits écrans qui sont intégrés dans les portières. Bon, c'est une vision du futur, la voiture à 1 litre, voiture à 2 litres. Donc tout ça pour dire qu'il y a un objectif, une vision, et que vraiment les voitures de demain consommeront beaucoup moins qu'aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir d'ores et déjà, c'est qu'il n'y a pas de solution unique à l'horizon. On parle beaucoup de la voiture électrique dans les médias, j'en dirai un mot naturellement tout à l'heure, mais la voiture électrique ne va pas remplacer l'ensemble du parc roulant naturellement. L'électrique a des avantages, notamment par rapport à des voitures urbaines ou pour l'autopartage naturellement. Pour propulser un gros monospace ou un 4x4, la batterie ne suffirait pas. Si on prend l'exemple d'une Tesla, qui est pourtant une voiture exceptionnelle, la voiture fait 2,5 tonnes, dont presque 1 tonne avec la batterie, qui permet certes de faire 400 à 500 km, mais la batterie pèse quand même la moitié du poids du véhicule. Et donc, le travail va porter sur à la fois l'optimisation des moteurs classiques essence-diesel, qui vont être encore là pendant au moins les 20 ou 30 prochaines années, quoi qu'il arrive, mais il y aura de plus en plus d'électrification, et peut-être pour certains marchés des moteurs bicarburation avec du gaz naturel et du GPL. Ces moteurs, ce sont aujourd'hui des petits bijoux de technologie. Quand vous prenez une citadine comme une Clio ou une 208, elles ont des petits moteurs 3 cylindres, mais qui sont très pointus, qui contiennent naturellement de l'électronique, qui ont des solutions de fonctionnement. Sur certains véhicules, vous avez des cylindres qui vont se désactiver quand on arrive en ville. Un moteur, par exemple, 4 cylindres va fonctionner plus que sur 2 cylindres quand il va arriver en ville. Et on parle aujourd'hui de solutions comme par exemple le taux de compression variable, la distribution variable, enfin, vraiment le fonctionnement du moteur tel qu'on a pu l'apprendre à l'école il y a très longtemps est remis en cause par justement les progrès technologiques. Il y a à la fois un travail sur le moteur lui-même pour améliorer le rendement par l'efficacité, ce qu'on appelle la gestion thermique. Il y a aussi le rôle du carburant et tout un ensemble, l'hybridation en fait partie, l'électronique peut aider également, l'injection qui se fait vraiment avec une précision presque atomique. Et quand je parle ici au sein du CEA, je pense que ça veut dire quelque chose pour vous. Ça devient très très compliqué de faire des moteurs, mais on y arrive encore. La grande révolution qui arrive, c'est l'hybridation progressive. Aujourd'hui, la plupart des véhicules ont ce qu'on appelle le stop and start. Vous connaissez le principe, c'est le moteur se coupe au feu rouge. Il va commencer à se couper dès que vous décélérez, avant même que le véhicule soit complètement arrêté. En fait, il est juste en veille et il va redémarrer tout doucement grâce à un démarreur en fait renforcé. Et donc ça vous permet en fait d'économiser quelques gouttes de carburant. Et si vous faites le test, moi j'ai une voiture en fait qui affiche le temps que le stop and start reste enclenché. Parfois en ville, vous restez 10 minutes, un quart d'heure sans consommer d'essence.
finalement, vous vous dites, c'est pas si mal d'avoir ce genre de système. Donc ça va généraliser. Ce sont d'ailleurs les Français qui l'ont introduit en grande série. Hein. Moi, je me souviens d'une époque où, dans les années 90, Volkswagen l'avait fait, mais à l'époque, ça avait été mal perçu. Les gens avaient eu des accidents parce qu'ils n'étaient pas habitués à ce que le moteur se coupe en arrivant au feu rouge. Citroën l'a lancé sur la C3 à l'époque, hein, vers le début des années 2000. Ça a mis du temps, mais aujourd'hui, tout le monde y vient. L'autre chose qui va arriver, c'est ce qu'on appelle le 48 volts, donc le réseau 12 volts classique électrique avoue ses limites, surtout avec tout ce qu'on met dans une voiture. Il y a beaucoup de capteurs, il y a beaucoup de fonctions nouvelles, et donc il faut élever la tension. Donc le système 48 volts est une opportunité, poussée par les constructeurs allemands, mais ça va devenir, comme c'est souvent le cas quand ils s'en occupent, le standard pour l'ensemble de l'industrie. Et alors quelque chose qui est très intéressant, c'est le mode roue libre. En fait, quand vous êtes à vitesse constante, dans certains cas, vous allez pouvoir relever le pied de l'accélérateur, et en fait, le moteur va se couper, mais la voiture va continuer en fait à avancer. En anglais, on appelle ça du coasting, et ça va donc permettre, quand la route le permet, en fonction de la déclivité, ou même, par exemple, dans une pente, tout simplement. Et là, en fait, le moteur va se couper. Vous aurez tout le temps, bien sûr, l'assistance pour la direction, le freinage, mais pendant quelques dizaines, quelques centaines de mètres, vous allez donc économiser du carburant. C'est tout ça à la fois qui fait que demain, les voitures consommeront moins de carburant. Alors, bien sûr, quand on parle d'hybride, comment ne pas parler du full hybride, hein, donc avec un moteur électrique plus gros. Et c'est donc là la success story que Toyota a réussi à mettre en place. Hein. Toyota a travaillé pendant de nombreuses années avant de lancer la Prius en 1997, d'abord au Japon, aux États-Unis, puis à partir de l'an 2000 en Europe. Toyota a mis beaucoup de temps. Il a été aussi très seul pendant pas mal d'années, puisque les constructeurs, notamment européens, n'y croyaient pas, et donc l'ont laissé avancer. Le fait est qu'aujourd'hui, Toyota a vendu quand même plus de 7 millions de voitures dans le monde, dont une bonne partie de Prius, et la prochaine génération, qui va arriver d'ici quelques mois, sera donc encore plus performante, et un constructeur comme Toyota a prévu de décliner ses modèles en version hybride de façon assez systématique dans les années qui viennent. Sachant que le standard mondial aujourd'hui, c'est l'hybride essence. Il existe quelques exceptions régionales en Europe, avec de l'hybride diesel, c'est ce qu'a fait PSA, mais c'est ce que font aussi des gens comme Mercedes ou Volvo, par exemple. La solution aujourd'hui qui apparaît la plus appropriée, et j'allais dire la plus intelligente pour le moment, parce que elle combine le meilleur des deux mondes, c'est ce qu'on appelle l'hybride rechargeable. Une voiture hybride, quand vous regardez une pub pour Toyota, on vous dit la voiture se recharge en roulant. C'est vrai qu'une Yaris hybride ou une Prius, on ne la recharge pas. Ce n'est pas la peine, parce qu'à chaque fois que vous décélérez, que vous freinez, la batterie se recharge et ne se décharge jamais complètement. Là, la différence, c'est que vous avez donc un moteur électrique qui est combiné avec un moteur classique, mais par contre, on a une batterie différente qui se recharge comme une voiture électrique, sauf qu'elle est de plus petite capacité, parce qu'elle n'autorise qu'un rayon d'action de 20 à 50 km, selon les modèles. L'intérêt, c'est qu'en ville, pour par exemple traverser une grande cité, où il peut y avoir des alertes de pollution, vous allez fonctionner en mode zéro pollution, et si demain, il faut un péage pour entrer dans les grandes villes, ou des interdictions en cas de circulation alternée, vous pourrez rouler parce que justement, votre voiture fonctionne en mode complètement électrique. Mais une fois qu'on sort de la ville, vous avez le moteur thermique qui, là, est prêt à vous emmener pendant 500, 800, 1000 km. Enfin, une voiture comme l'A3 e-tron chez Audi qu'on voit ici à l'écran a plus de 1000 km d'autonomie. Et l'hybride rechargeable, ce sont essentiellement les Allemands qui portent ça aujourd'hui. Les constructeurs français, malheureusement, ne sont pas encore sur le marché avec ces technologies, parce que simplement Renault a misé beaucoup sur l'électrique 100%. PSA, pour sa part, était plutôt sur l'hybride diesel. Donc, bon, aujourd'hui, finalement, ils sont en retard sur la technologie, mais ils vont combler ça d'ici 2 ou 3 ans, si tout va bien. Rechargeable, ça veut dire que c'est rechargeable électriquement par une prise chez soi. Exactement. C'est comme une voiture électrique, sauf que la batterie est plus petite, donc vous n'allez pas attendre 8 heures qu'elle soit rechargeable, mais en 1h30, 2 heures, elle sera rechargée. Mais vous avez parfaitement compris le système. Alors l'électrique, justement, parlons-en. Moi, j'ai eu l'occasion de connaître et de conduire les voitures électriques de première génération dans les années 90. Il faut quand même se souvenir qu'à l'époque, les pouvoirs publics avaient demandé à Renault et PSA de faire des voitures électriques. Il fallait montrer l'exemple. Bon, très bien, ils ont fait des voitures électriques. Il y avait que les gens d'EDF qui les conduisaient. Ils s'en est vendu très peu. Et ça a été un échec pour toute une filière, malheureusement. Et derrière, il n'y avait pas cette volonté d'accompagner l'essor des voitures électriques par une infrastructure de recharge adaptée.
On a d'ailleurs plus ou moins reconduit les mêmes erreurs avec les voitures de deuxième génération. Donc pourquoi est-ce que c'est revenu sur le devant de la scène? Parce que les batteries lithium-ion qu'on connaît bien, pour les téléphones portables, pour les ordinateurs, apportent, c'est vrai, une meilleure autonomie. Donc, plutôt que d'avoir entre 50 et 80 km d'autonomie, on a plus de 100, voire 150 si on conduit très bien, parce que tout ça dépend naturellement du style de conduite du conducteur. Le fait est que les premières voitures sont arrivées sur le marché vraiment à partir de 2009 au Japon, à l'automne 2010 en France. Pour Renault, il a fallu attendre encore un an de plus. Et le fait est que, bon, les voitures sont arrivées, mais pour autant, les bornes n'étaient pas là non plus. Alors, là-dessus, il y a plusieurs façons de voir les choses. Pour EDF, le mieux, c'est que les gens fassent les recharges chez soi ou au bureau. Bon, il y a des constructeurs, des acteurs qui se sont dit que c'était mieux d'avoir des bornes de recharge rapides. C'est le cas de Nissan, qui en a installé à ses frais, plusieurs centaines en Europe, pour faire des corridors et recharger en 20 à 30 minutes. Et vous avez un constructeur comme Tesla, dont on parlait en début de conférence, mais qui est très innovant, et qui, lui, en fait, installe à ses frais ce qu'on appelle des superchargeurs. Ce sont des batteries à 120 kW, enfin, ce sont des chargeurs à 120 kW très très puissants, qui permettent en une demi-heure de faire le plein d'une Model S. Sinon, c'est 39 heures sur le secteur. Donc, si vous voulez avoir des amis pendant le week-end, bon, la voiture reste le week-end aussi chez vos amis. Et l'avantage, c'est que les clients de Tesla peuvent traverser l'Europe, tout comme ils pourront traverser bientôt les États-Unis, et l'électricité qui leur est donnée est gratuite à vie. C'est une notion de service. Gardez-le en mémoire tout à l'heure quand on parlera des nouveaux usages, c'est très important. Donc, en gros, en France, qu'est-ce qui marche bien? Autolib. Donc, effectivement, 2000 voitures. Succès mondial, donc vitrine pour la France, et ça se duplique d'ailleurs dans d'autres pays. Ça se duplique aux États-Unis, ça va se faire à Singapour, etc. Mais en dehors des administrations qui achètent des véhicules, en dehors des grandes administrations, les grandes compagnies comme par exemple La Poste ou d'autres qui ont fait des appels d'offres groupés, du côté des particuliers, même s'il y a eu un gros mois d'avril, les ventes ne sont quand même pas au niveau qui était espéré, de très loin même. Par contre, il y a une exception en Europe, c'est la Norvège, qui a eu une politique assez intelligente. Ils ont supprimé en fait les taxes à l'importation et surtout ils offrent des avantages concrets à l'usage. C'est-à-dire qu'en Norvège, quand vous achetez une voiture électrique, eh bien vous pouvez vous garer gratuitement, vous recharger gratuitement, prendre les couloirs de bus et sur autoroute, vous pouvez même prendre la voie la plus rapide quand il y a des bouchons. Donc il y a un avantage concret et une incitation à acheter ces voitures. Seulement, ça a tellement marché qu'ils ont atteint l'objectif de 500 000 voitures. Et maintenant, ils sont embêtés parce qu'il y a beaucoup trop de monde qui roule en électrique et qui prend les couloirs de bus. Donc, du coup, ils vont devoir baisser les avantages progressivement. Alors voilà, Tesla, donc, voici un exemple, bien sûr, de superchargeur. Ce que vous voyez, l'image du haut, c'est la nouvelle version des modèles S avec double moteur électrique. J'ai roulé avec, je peux vous garantir, c'est un vrai dragster. Ça va aussi vite qu'une Ferrari à l'accélération. Bon, voilà. Une marque comme Tesla, c'est des gens qui ne doutent de rien. C'est la Silicon Valley, le patron est un peu fou, milliardaire. C'est quelqu'un qui veut envoyer l'homme sur Mars, donc pour lui, faire une voiture électrique en partant de zéro, c'était pas un souci. Et pour l'instant, il y arrive assez bien. Il ne gagne pas d'argent, mais comme il en a encore pas mal, il peut supporter des pertes après plus de 10 ans. Mais le fait est que c'est un acteur qui vraiment secoue l'ensemble de l'industrie. Et c'est pour moi aujourd'hui le plus innovant de loin sur la planète Terre. Alors, l'électrique, c'est bien, c'est intéressant, et il y aura certainement des améliorations, puisque certains acteurs annoncent des autonomies sensiblement plus confortables, 300 km possible, à partir de 2017. Bon, on verra, pourquoi pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de réticence de la part des conducteurs, même s'ils font beaucoup moins au quotidien. C'est quand même mieux de savoir qu'on a de la réserve quand on prend une voiture. Pour une deuxième voiture, la voiture électrique, c'est bien. Pour la voiture principale, après, ça reste à voir. Un autre exemple de voiture électrique, parce que c'est une autre forme finalement de consommer de l'électricité, c'est la voiture à hydrogène. Alors on en parle aussi depuis très longtemps, naturellement. Il y a eu aussi beaucoup de buzz à une certaine époque, un petit peu avant l'an 2000. Il y a eu beaucoup de constructeurs qui ont fait des efforts médiatiques, notamment Mercedes à l'époque. Le fait est qu'aujourd'hui, en 2015, cette voiture-là, la Toyota Mirai, ça veut dire futur en japonais, elle existe. Elle est vendue au Japon en série depuis le mois de décembre 2014. Elle arrive en Europe à la fin de l'été, en Allemagne, au Danemark, en Angleterre. Mais elle ne sera pas en France, parce qu'en France, il n'y a pas de station à hydrogène. Alors, qu'est-ce qui s'est passé
dans les autres pays. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de stations dans le monde, hein. Il n'y en a que quelques dizaines. Mais le fait est qu'un acteur comme Toyota, tout comme Tesla a bâti des superchargeurs aux États-Unis, en Europe et va le faire en Asie, eh bien Toyota finance le réseau des stations à hydrogène. C'est ce qu'il fait au Japon, c'est ce qu'il fait aux États-Unis. Et c'est ce que fait Mercedes en Allemagne. Et tout à l'heure, j'y reviendrai, mais non seulement Toyota finance l'effort d'infrastructure, avec l'aide d'ailleurs du français Air Liquide, leader mondial dans sa spécialité. Et donc l'idée, c'est de distribuer les voitures là où les clients peuvent se recharger. Donc progressivement, il y a un réseau, des corridors qui sont en train de se mettre en place. Donc tout ça pour dire que ce sont des choses qui existent. D'autres acteurs se sont déclarés donc, il n'y a pas très longtemps. Et j'aimerais juste vous rappeler une chose, c'est qu'en 2009, souvenez-vous, cette année-là, c'était l'année de la conférence sur le climat de Copenhague. Bon, qui, soit dit en passant, n'a pas marché par ailleurs. Mais en 2009, les constructeurs, un certain nombre, les plus grands mondiaux, ont dit « Vous allez voir, en 2015, on va lancer des voitures à hydrogène ». Alors à l'époque, ce message est passé un petit peu inaperçu parce qu'on ne jurait que par l'électrique. Enfin, c'était Renault, Nissan, c'était « Vous allez voir ce que vous allez voir ». Bon, le fait est qu'en 2015, on a vu, et l'hydrogène arrive. Toyota tient parole. Un constructeur coréen comme Hyundai, le saviez-vous, vend en France, dans son réseau, la iX35 Fuel Cell à hydrogène. On peut l'acheter. On a droit à un bonus. C'est comme une voiture électrique. Bon, pour faire le plein, c'est plus compliqué. Il faut aller chez Air Liquide à côté de Grenoble, à Sassenage. Mais mis à part ce léger détail, le jour où il y aura des stations, ça sera possible. Et ce qui peut arriver un jour, c'est que les flottes captives, les entreprises, puissent faire l'effort de financer une petite unité qui fabrique de l'hydrogène à partir du gaz naturel, par exemple. C'est une option. Le fait est qu'aujourd'hui, les acteurs sont là. Le groupe Volkswagen, futur numéro 1 mondial, qui a beaucoup d'argent, qui peut explorer toutes les technologies. Mais comme par hasard, ces derniers mois, Audi et Volkswagen ont montré des voitures pour dire on est prêt, quand les stations sont là, on y va. Et les Allemands, vous savez, Panzer Division, c'est quand ils sont partis après, derrière, vous pouvez toujours courir. Donc, pas mal de constructeurs sont dans les starting blocks. Et le malheur, côté français, c'est qu'on a eu l'expérience et la connaissance en ce qui concerne l'hydrogène. Alors, PSA, il n'y a pas très longtemps, jusqu'à la crise financière de 2008, avec le CEA, ils ont développé Genepack, qui à l'époque était une pile à combustible, plutôt d'un bon niveau, on va dire. Mais à partir de la crise financière, bon, vous savez que PSA a eu de très graves problèmes, donc tout a été arrêté. Et le jour où ça va redémarrer, malheureusement, ils ne pourront pas tout seuls avoir accès à la technologie. Du côté de Renault, dans les années 90, ils ont travaillé là-dessus. Tout est fait par Nissan. Comme dans beaucoup de domaines, d'ailleurs, c'est Carlos, le patron, qui décide, bon voilà, Nissan, il fait ça, toi, Renault, tu feras juste ça, puis le périmètre Renault, plus ça va et moins il y en a. Par contre, côté Nissan, ils ont l'expertise sur l'hydrogène. Théoriquement, il y a un projet avec Daimler et Ford, et donc en 2017, ou peut-être un petit peu au-delà, il y aura une voiture faite en commun, avec des composants qui pourront se partager. Mais côté français, tout n'est pas perdu. Justement, en exploitant les brevets du CEA de la pile Genepack, il y a une société française qui s'appelle Symbio FCell, à l'origine savoyarde, qui maintenant est établie à Grenoble, et dont Michelin a pris 33% du capital. Eh bien, eux, ils font ce qu'on appelle un range extender, avec une petite pile à combustible à 5 kW. On peut doubler l'autonomie d'un véhicule électrique. Donc votre Kangoo Z2, au lieu de faire 100 à 150, eh bien, elle fait 300 km et en mode zéro émission. Et cette idée-là, en fait, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça ne vient pas concurrencer le véhicule électrique, ça vient au contraire l'aider un petit peu. Et c'est une façon d'amorcer l'économie de l'hydrogène en visant les flottes captives. Parce qu'une voiture qu'on a Kangoo Z2, c'est bien, mais quand on est artisan et qu'on a plusieurs missions à faire, transporter des colis ou n'importe quoi, il y a un moment, en fait, soit il faut deux voitures pour faire le boulot d'un seul, ou alors une solution qui permet d'avoir une autonomie bien supérieure. Et justement, le range extender est une solution, donc ce qu'on appelle en français le prolongateur d'autonomie. Ça, c'est quelque chose que les constructeurs regardent. Le fait est que les Français savent le faire, Renault s'y intéresse, et un équipementier comme Michelin, ça peut vous surprendre que Michelin soit dans le capital de Symbio FCell. Michelin s'intéresse depuis très longtemps à la mobilité durable, avec les pneus verts, avec ce qu'on appelle le Challenge Bibendum. C'est une manifestation qu'ils organisent régulièrement, un peu partout dans le monde, pour justement faire le point. Où en est-on dans la voiture propre? Eh bien, Michelin, depuis plus de 10 ans, fabrique, s'entoure d'une meilleure expertise possible
pour faire des piles à combustible, parce qu'ils sont persuadés que l'hydrogène, c'est l'énergie de demain. Bien, venons-en maintenant au deuxième point, celui sur la connectivité. Bon, je le disais, de plus en plus de personnes dans le monde ont des smartphones. Enfin, je disais tout à l'heure des chiffres, hein, on en arrive à des centaines de millions qui se vendent maintenant chaque année. Enfin, c'est de la folie. Alors, le téléphone au volant, si vous écoutez la sécurité routière, on va vous dire que c'est pas bien. C'est pas bien de téléphoner. Et pourtant, je suis sûr que vous le faites comme moi. Mais il y a des façons intelligentes de le faire. Soit on interdit le téléphone, pourquoi pas, mais ça ne sera pas respecté. Par contre, ce qui est mieux, c'est l'intégration et le main libre. Alors, le main libre, ça existe déjà. D'ailleurs, ça, par contre, c'est pas interdit, contrairement à ce qu'on raconte. Ce qui est interdit, c'est de prendre son téléphone et c'est l'avoir à l'oreille, c'est le manipuler. Par contre, ce qui n'est pas bien du tout, c'est de faire des SMS au volant. Ça, c'est pas bien. L'intérêt, donc, l'intégration du smartphone, c'est quoi? Aujourd'hui, avec un câble, mais demain, sans câble, en fait, le téléphone, il est relié à la voiture virtuellement, et tout ce qui est menu et application du mobile se retrouve sur l'écran de bord. Votre téléphone, vous l'oubliez. Pour accéder au menu, vous appuyez sur un écran tactile, ou même mieux, à la voix. On peut demander, tiens, joue-moi du Brassens. Hop, la voiture, le système va aller chercher dans la bibliothèque de musique le titre et va vous le jouer. Tout comme un SMS, pas la peine de le lire. C'est la voiture qui va vous le lire. Vous voulez répondre? Vous le dites par la voix, et c'est la voiture qui va le composer et qui va l'envoyer pour vous. Tout ça, ça existe déjà aujourd'hui. Ça existe déjà. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que Apple, avec CarPlay, et Google, avec son système Android, qu'on appelle Android Auto, sont en train d'envahir progressivement les habitacles pour justement permettre aux gens qui ont des smartphones de les utiliser de façon sécurisée. Alors, la voiture connectée, c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre voiture connectée puis téléphone au volant, c'est pas tout à fait la même chose. En fait, on se sert du téléphone comme d'un modem, et toute l'intelligence qui va avec est captée pour aller dans la voiture. Alors, c'est quoi l'intérêt de la voiture connectée? Eh bien, vous avez accès à des services qui transitent par l'Internet. Aujourd'hui, quand vous conduisez, si vous écoutez la radio Bison Futé, quand ils vous parlent de bouchons, ça fait belle lurette que les bouchons sont partis. Ou en tout cas, ils n'ont pas forcément la bonne information. En revanche, ce qu'on peut trouver sur Internet, souvent, ce sont des systèmes, des services qui sont plus sûrs, réactualisés. Et là, grâce aux services connectés, eh bien, la météo, vous pouvez savoir, en fonction de votre parcours, quel temps vous attend à l'arrivée. Vous pouvez trouver non seulement les stations-service les plus proches, mais également avec le prix du carburant. Donc comme ça, vous pouvez choisir à quelle station vous arrêtez ou pas. Et ainsi de suite pour le trafic. Les places de parking, par exemple. Toutes ces données que vous ne connaissiez pas avant, qui n'étaient pas accessibles, le deviennent simplement sur un écran, de façon ergonomique, intelligible. Et ces services, ils vont se multiplier de plus en plus, avec, on l'espère, une optique conduite et quelque chose d'utile. Les applications sur les téléphones, vous avez énormément de choix. Souvent, c'est n'importe quoi. Et bon, bref. C'est pareil dans certains portails, d'ailleurs, des constructeurs. Hein. Bon, si on voit la slide d'après, Astro, bon, l'astrologie pour les femmes au volant, c'est peut-être moins utile que où trouver un restaurant, une station-service ou un garage, par exemple, en cas de problème. Le fait est que, bon, les constructeurs essaient de rééditer la même success story que Apple a eue avec l'App Store et toutes les différentes boutiques en ligne qu'ont mis en place certains acteurs. Le fait est que les constructeurs essaient simplement de capter le client. Bon, le client est déjà capté par Apple, par Google ou par Samsung ou par d'autres. Mais ils essaient quand même de proposer quelque chose en plus, avec de la valeur ajoutée. Et quelque chose de très intéressant que pour l'instant Tesla est le seul à faire, et oui, je parle encore de lui, je suis désolé, mais pour l'instant, comme c'est le plus innovant, je le cite à plusieurs reprises, la voiture Model S de Tesla se met à jour comme un téléphone. C'est-à-dire que tous les 3 mois, en moyenne, vous avez une mise à jour, vous appuyez sur un bouton, en Wi-Fi chez vous, en quelques minutes, ou plus, ça dépend des mises à jour, vous avez des fonctions nouvelles dans votre voiture. Imaginez un petit peu, vous achetez un produit, bon, généralement, une voiture, ça reste fixe, hein, vous achetez une Clio, n'importe quoi, elle ne va pas bouger pendant 5 ans. Même à la limite, elle va plutôt même s'user et en offrir moins que quand elle était neuve. Dans le cas de Tesla, c'est le contraire. Vous avez des services en plus. Vous avez le tableboard qui va changer. Juste un exemple, je dirai après, mais sur le pilotage automatique, comme maintenant les voitures intègrent de nouveaux capteurs, les fonctions vont être ajoutées au fur et à mesure. Donc vous pourrez choisir ce que vous avez envie d'avoir en plus sur le véhicule et gratuitement.
Alors la voiture connectée, c'est le cloud, on en parle de plus en plus. Bon, le cloud, c'est quoi? C'est au lieu que l'intelligence soit dans le véhicule sous forme physique, elle est en fait dématérialisée quelque part sur les serveurs. Et donc on y accède via la connectivité. Typiquement, on peut faire de la mise à jour de cartes pour les systèmes de navigation, pareil, par des liaisons sans fil. Au lieu d'aller chercher un CD ou de faire la mise à jour du disque dur, eh bien automatiquement, pendant 10 ans par exemple, vous avez la certitude que dans votre voiture, vous aurez donc des cartes à jour et qu'en arrivant au prochain rond-point, eh bien, vous aurez la bonne information. Et ça, c'est essentiel par rapport aux futures voitures autonomes. Le smartphone, on peut s'en servir aussi en dehors du véhicule. Et là, à distance, mémoriser bien sûr la position de la voiture quand on ne sait plus où aller garer. Et d'ailleurs, si elle est sur un parking, il y a beaucoup de voitures, on peut faire sonner le klaxon, on peut activer les clignotants ou les phares. Et puis à distance, tout simplement, ici il fait très chaud, on peut activer la clim, faire en sorte que la voiture soit refroidie quand vous allez arriver. Et quand la voiture est électrique, bien sûr, on peut surveiller aussi où en est la charge, ou la déclencher par exemple. Et ce qui arrive, tout ce que je vous montre, ça existe, hein, c'est pas demain, dans 10 ans, c'est tout de suite là. Et dans certains cas même, c'était déjà hier. Ce qui commence à arriver par contre, ce sont les systèmes pour le diagnostic préventif. Aujourd'hui, si vous avez une panne, vous êtes bloqué. Avec un peu de chance, vous pouvez appeler un garagiste. Et si vous avez un système d'appel d'urgence, tout à l'heure j'en parlerai, on peut vous localiser. Là, le mieux, c'est avant même que la panne se soit produite, on va vous prévenir avant. Vous allez recevoir donc une alerte sur votre mobile. Et même dans certains cas, c'est le constructeur qui va se charger pour vous de commander la pièce, de vous envoyer vers le garage le plus proche, où le type est déjà prévenu, il sait que vous arrivez. Et avant même que la panne arrive, on va pouvoir vous réparer. Et même dans certains cas, c'est le cas chez BMW, on peut à distance envoyer du logiciel et réparer la panne, comme un patch d'ordinateur en fait. Ça, c'est ce qu'ils proposent déjà, et ça sert à ça aussi, la voiture connectée. Et alors, grâce au smartphone, avec le capteur optique, on a de la réalité augmentée. Par exemple, vous voulez un bouton, vous ne savez pas trop ce que c'est. Puis de toute façon, vous n'irez pas le mode d'emploi parce qu'il fait 500 pages. Et dans certains cas, il n'est même plus disponible d'ailleurs. Et donc simplement, en ciblant avec le capteur optique la pièce ou le bouton, eh bien vous allez avoir une photo avec le texte et on vous expliquera en fait concrètement à quoi correspond cette fonction. C'est comme ça aujourd'hui qu'évolue le service. Puis alors bien sûr, la voiture connectée dit montre connectée, avec l'Apple Watch, mais aussi d'autres, par exemple cette montre de Pebble. Donc l'idée en fait, c'est qu'on puisse avoir au poignet un dérivé de certaines fonctions, enfin certains raccourcis en fait. Alors je ne sais pas si en voiture c'est vraiment si pratique que ça, mais le fait est que par exemple pour déverrouiller sa voiture, on peut le faire en tapant par exemple sur l'écran de sa montre, plutôt que de sortir sa clé. Il y a tout un tas de services comme ça qui vont arriver, et l'intérêt par exemple, vous avez enclenché la navigation, mais là où vous arrivez c'est une zone piétonne après. Eh bien en sortant de la voiture, l'itinéraire restant sera transféré sur la montre, et donc vous pourrez simplement, en regardant le poignet, savoir quelle rue il faut prendre après pour arriver donc au rendez-vous. Alors les montres, peut-être demain les lunettes, ce ne sont pas des lunettes de plongée, mais des lunettes que Mini a présentées il n'y a pas très longtemps au salon de Shanghai. Des lunettes à réalité augmentée et connectées, en fait qui permettent d'avoir des infos directement dans le champ de vision du conducteur, en mieux d'ailleurs que ce que proposait jusqu'à présent Google avec ses fameuses lunettes, qui n'ont pas réussi à percer pour le moment. Voilà par exemple ce qu'on peut voir à l'intérieur. Donc les disponibilités de places de parking, tout un tas de consignes. Au lieu d'avoir ça en fait directement sur le pare-brise, ce qui revient plus cher pour traiter donc toute la surface et avec les risques de réflexion que ça suppose, vous l'avez donc dans les lunettes. Bon, ce n'est qu'un concept, mais ça montre jusqu'où en fait on arrive aujourd'hui à pousser la réflexion. Bon, ça c'était ce que je dirais la connectivité phase 1, celle qu'on a déjà. Ce qui nous attend, ce que moi j'appelle la vraie voiture connectée, c'est la voiture qui dialogue avec les autres et avec l'infrastructure. Avec une technologie sans fil, proche du Wi-Fi, standardisée, eh bien vous allez pouvoir en fait, votre voiture, parce que c'est pas vous n'avez rien à faire. La voiture, en fait, à chaque fois qu'elle va arriver sur un rond-point, à une intersection, elle va dire à toutes les autres qui sont autour, j'arrive à telle vitesse, selon telle trajectoire. Ce qui fait que les véhicules pourront savoir directement où ils sont et se surveiller un petit peu les uns les autres. Et quand vous passez par exemple sur une flaque d'huile, du verglas, les capteurs de l'ESP, du pneu par exemple, vont pouvoir détecter qu'il y a eu un problème
Et cette information-là, vous allez pouvoir la renvoyer à tous ceux qui suivent autour. Donc vous voyez, ça va faire beaucoup d'informations qui vont être traitées par les véhicules aux alentours. Et ça, c'est plutôt bien, parce qu'on a vraiment une information trafic qui sera extraordinairement dense et surtout beaucoup plus précise. Et ce qu'on appelle l'horizon électronique, c'est qu'en fait, le véhicule, avant même de prendre le virage, théoriquement, d'après la carte embarquée, il sait comment est le virage, si ça tourne comme ça, quelle est la déclivité, etc. Mais en plus, il pourra savoir, grâce à cette communication, s'il y a un chantier mobile, si un véhicule est arrêté, pour peu que le véhicule arrêté soit communicant, naturellement. Enfin, en tout cas, dans l'idée, c'est un petit peu ça, c'est qu'avant même d'arriver quelque part, vous savez déjà, enfin, votre véhicule le sait, sous forme de codes informatiques, ce qui est en train de se passer. Et dès cette année en France, parce que sur ça, on est finalement pas si en retard, un peu quand même par rapport à l'Allemagne, mais bref, on va essayer de rattraper le retard prochainement. Donc, à la fin de l'année, il va y avoir un programme qui s'appelle Scoop, et donc on va équiper en fait un certain nombre de kilomètres d'autoroutes, et jusqu'à 3000 véhicules progressivement vont être mis en service avec ces technologies de communication, donc ce qu'on appelle le car-to-car, sous forme de Wi-Fi. Et la France va accueillir en fait un congrès mondial sur le transport intelligent à Bordeaux au mois d'octobre, et justement donc des tests, des démonstrations seront faites à cette occasion. Alors sachant que le véhicule communiquant avec l'infrastructure, c'est bien pour que les sociétés d'autoroutes envoient des informations, mais dans le même temps, bien sûr, elles reçoivent aussi de l'info sur le trafic, sur d'éventuels incidents, et par rapport à la maintenance et à la viabilité hivernale, c'est aussi donc une information très importante. Alors tout à l'heure, je parlais de l'appel d'urgence. L'appel d'urgence, c'est quoi? C'est en fait un petit bouton dans votre voiture. Votre voiture a une carte SIM qui est embarquée, et elle ne sert que pour appeler les secours. Alors c'est quelque chose qui se déclenche automatiquement en cas d'accident quand l'airbag se déploie. Donc en fait, le véhicule envoie un SMS avec les coordonnées GPS du véhicule au centre de secours le plus proche. Alors ça, c'est ce que certains acteurs proposent déjà avec des plateformes privées. C'est ce que font PSA, par exemple depuis 2003, avec 1,5 million de véhicules qui sont aujourd'hui équipés à travers toute l'Europe, mais d'autres comme Volvo, BMW et Mercedes. Donc là, en fait, quand vous appuyez sur le bouton, c'est quelqu'un qui vous répond en français, même si vous êtes à l'étranger, et qui va s'occuper pour vous de contacter les pompiers, les gendarmes, les carabiniers, enfin tout ce qu'il faut, et vont leur dire, voilà, monsieur Simon, il est à tel endroit, et voilà l'assistant dont il a besoin. D'accord ? Donc ça, c'est les systèmes privatifs. Ce que l'Europe veut, c'est que tous les constructeurs adoptent le système. Alors, tout le monde n'aura pas forcément les moyens de faire appel à une plateforme privée, hein, mais par contre, c'est la garantie qu'au moins, même si vous êtes à l'étranger et que ça arrive chez les carabiniers en Italie, bah, au moins les carabiniers sauront qu'une voiture a eu un accident et ils sauront surtout où aller pour aller secourir donc les occupants. Et mine de rien, les quelques minutes qu'on va sauver comme ça, c'est quand même quelque chose de très important. Et ce même bouton sert aussi d'ailleurs, dans le cas des plateformes privées, en cas de panne, pour justement appeler les secours pour qu'on vienne vous dépanner pour un pneu crevé ou ainsi de suite. Alors, le véhicule autonome, ça devrait vous intéresser, enfin du moins je l'espère. Cette photo-là est extraite d'un salon de Genève, c'était il y a 1 an en fait, c'était... alors, vous allez croire que je fais exprès, mais c'était sur la base d'une Tesla Model S, le carrossier suisse Rinspeed a fait un concept car qui s'appelait Exchange E. Et donc la voiture, en fait, vous voyez que le volant est dans le dos du conducteur, donc on peut se tourner en mode autonome. Eh bien finalement, vous avez le home cinéma dans le véhicule. On peut dormir, manger, enfin faire ce qu'on veut, bref. Pendant ce temps, le véhicule conduit de façon autonome. Bon, Rinspeed, ce sont des gens un petit peu fous. Chaque année, ils font des concepts cars absolument incroyables. Mais le fait est que ça veut bien dire ce que ça veut dire. Simplement, le temps qu'on gagne pendant que la voiture conduit, ben, on peut faire autre chose. On peut travailler, on peut s'amuser, on peut s'instruire, pourquoi pas, c'est pas interdit. Alors, sur la voiture autonome, bon, le débat a été préempté à un moment par Google, et il n'y a pas très longtemps encore, ils ont fait parler d'eux parce que certains véhicules vont sortir en Californie, à côté de chez eux. Tout à l'heure, j'y reviendrai. Mais il faut quand même savoir que des véhicules autonomes, ça existe depuis des années, et que dès les années 80, Mercedes a fait rouler pendant des centaines de kilomètres une de ses voitures à travers l'Europe. Bon, donc Google ne nous a rien appris, mais ils jouent le rôle d'agitateur, comme Tesla par rapport aux autres. Ils font parler d'eux. Bon, ils font croire que c'est pour sauver le monde qu'ils font ça. C'est pas du tout pour ça. Hein. C'est pour que vous puissiez consommer du YouTube, Internet et des services faits par Google et qui vous emmènera la voiture automatisée
chez les partenaires de Google, sur lesquels ils auront une commission. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Tout ça pour dire que ça existe déjà en partie, surtout, mais que surtout, ça va s'amplifier dans les années qui viennent. J'explique. Il y a eu des programmes de recherche dans les années 90 où les constructeurs ont essayé de définir qu'est-ce qu'on pourrait rajouter pour avoir moins d'accidents et plus de confort. Bon, tout a été imaginé, listé, et ce sont des choses qui arrivent aujourd'hui. Première étape, le régulateur de vitesse dit intelligent. Un régulateur, c'est très simple, vous mettez une vitesse, vous levez le pied, la voiture va rouler à 130 sur autoroute par exemple. Sauf que si quelqu'un freine devant, la voiture roule toujours à 130. Bon, c'est pour ça que c'est important de pouvoir débrayer le système, pouvoir freiner. Bon, théoriquement, un régulateur, quand on freine, quand on accélère, on force le système, d'accord ? Bon. Le régulateur intelligent, qu'est-ce qu'il fait ? Il a un radar, il peut aussi se baser sur des caméras, par exemple, et donc lui, il va calculer par rapport à la vitesse, la distance de sécurité à respecter. Si ça freine devant et que vous avez mis 130 par la vitesse, il va agir sur les freins et le moteur, il va réduire la vitesse, et il va s'arrêter complètement s'il le faut, en cas de bouchon. Et après, si la voie se libère, il va redémarrer. Et ça, je peux vous dire que c'est des choses qui existent depuis 15 ans, déjà. 15 ans. Alors, c'est apparu dans le haut de gamme, Volvo, Jaguar, Mercedes, enfin, on revient toujours un peu au même, mais depuis 15 ans. Alors, ça arrive maintenant sur des véhicules de plus grande diffusion, y compris des véhicules français, c'est la bonne nouvelle. Mais pour les gens qui font beaucoup d'autoroutes et qui font ça à des heures de pointe, je peux vous dire que c'est très reposant d'avoir ça. Et c'est un point essentiel pour la voiture autonome. L'autre chose, bien sûr, c'est l'arrivée des... Bon, dans les systèmes qui évitent les accidents, il y a ce qu'on appelle, par exemple, la détection d'angle mort, donc avec soit des caméras, soit des radars. La voiture, en fait, surveille ce qui se passe sur les côtés, et si un motard qui arrive très vite ou une voiture, en Allemagne, c'est configuré pour que même quelqu'un qui arrive à 250 au loin soit repéré suffisamment tôt pour que vous puissiez quand même rester sur la file du milieu, par exemple. Et donc, on est prévenu si on sait que quelqu'un risque de passer. Et on imagine qu'une future voiture autonome, dans ce cas-là, ne doublerait pas, puisqu'elle sait que quelqu'un se trouve derrière, et donc potentiellement, il y a un risque de collision. L'autre chose qui est très importante, c'est la caméra, parce qu'aujourd'hui, le prix des caméras a tellement baissé, pareil pour les capteurs radars. Si on parle de voiture autonome aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, tous ces capteurs-là, aujourd'hui, ont été amortis, et pour équiper, en fait, toutes les voitures de la Terre, parce que l'enjeu, ça va être ça, à terme, c'est... Du coup, comme ça coûte beaucoup moins cher, on va pouvoir multiplier ça sur toutes les gammes de marché. Alors la caméra, c'est très simple, elle est au-dessus du rétroviseur central, elle fixe la route, et en plus, elle sait faire plusieurs choses, parce qu'on met une caméra, mais elle peut faire plusieurs choses. Elle n'est pas monotâche. En tout cas, ce qu'on lui demande essentiellement, c'est de surveiller ce qui se passe devant, et c'est de se repérer par rapport aux bandes blanches. Vous déliez votre voie, vous mordez sur la bande blanche, sans mettre le clignotant, peut-être que c'est par signe d'inattention ou de fatigue. Donc vous allez avoir une petite vibration, un signal sonore. Sur la Citroën C4 Picasso, si vous faites ça, il y a même la ceinture qui va se mettre à vibrer un petit peu. Dans les générations précédentes, c'était le siège qui vibrait, côté gauche ou côté droit, en fonction de l'endroit où vous mordiez la bande blanche. Tout ça pour dire que c'était aussi une première brique par rapport à la future voiture autonome, le véhicule qui vous prévient « attention, tu es peut-être en train de t'endormir ». Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve y compris sur la Twingo aujourd'hui. La nouvelle Twingo, elle a ça en option. Donc c'est quelque chose qui arrive de façon massive. Ce qu'on trouve également, ce sont les systèmes qui détectent les piétons. C'est important, les piétons. Et d'ailleurs, c'est important parce que ça donne des points par rapport au test Euro NCAP. Ça permet d'avoir de belles étoiles. Mais surtout, en ville, ce qui est important, c'est de ne pas blesser les piétons. Et donc, il y a des systèmes, couplant caméra et radar, qui détectent suffisamment longtemps à l'avance les piétons et qui vont freiner automatiquement le véhicule pour éviter la collision. Ça aussi, c'est quelque chose qui se généralise beaucoup. Tout à l'heure, je parlais de la caméra qui permet de surveiller les bandes blanches. Mais la caméra, elle marche aussi la nuit. Et la nuit, par exemple, elle va pouvoir repérer au loin un véhicule qui arrive en face. L'intérêt, c'est quoi ? C'est qu'on peut rouler en mode automatisé feu de route. Donc, vous allez pouvoir rouler tout le temps avec vos feux offrant la meilleure garantie de visibilité. Et quand la caméra voit quelqu'un qui arrive en phare que vous risquez d'éblouir, hop, elle va chanter les projecteurs et les remettre à fond dès lors que le véhicule est sorti du champ. Mais encore mieux que ça, parce que les phares aujourd'hui, bon, ça reste encore quelque chose d'assez basique, des projecteurs halogènes, mais bon, il y a eu du xénon. Aujourd'hui, on a des phares à LED. Et les phares à LED aujourd'hui, regardez bien la vignette de gauche.
le phare de chez Audi, ce qu'ils appellent le Matrix LED. Vous avez plein de petites diodes qui sont dans le phare, et en fait, vous avez un éclairage à la carte. C'est-à-dire qu'en fait, on a des milliards de combinaisons pour éclairer la route, si vous voulez. J'explique en un mot à quoi ça sert. Un piéton, par exemple, la caméra repère un piéton. Le système a demandé à quelques LED de flasher le piéton pour le prévenir que la voiture arrive et pour aussi attirer l'attention du conducteur sur « attention, il y a un piéton là sur le côté à droite ». Et il y a plein de choses comme ça qu'on peut imaginer. Enfin, l'éclairage aujourd'hui, il s'adapte en fonction de l'endroit, autoroute, ville, intersection, la météo, brouillard, pluie, etc. Enfin, pareil, dans l'éclairage, vous n'imaginez pas tout ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Sachant que la prochaine génération des phares, ce sont les phares laser. On en trouve déjà chez les constructeurs allemands, BMW et Audi. Et ça arrivera chez nous également. La vision infrarouge, ça aussi c'est extraordinaire. Bon, ça suppose une caméra qui soit un petit peu plus évoluée. Mais donc l'idée, en fait, c'est de détecter par la chaleur thermique des animaux ou des piétons. Donc au loin, beaucoup plus loin que l'œil humain, le système est capable de repérer un piéton qui marche dans la nuit, par exemple, et la voiture va le voir. Donc cette image va ressortir sur un écran de bord, ou alors carrément sur le pare-brise, si on a par exemple le système, ce qu'on appelle le vision tête haute. Et ça, c'est des choses qu'on trouve également en option, généralement, sur les véhicules allemands, assez chers. C'est vrai, mais le fait est que la technologie existe. Et ça a été introduit, l'infrarouge, par Cadillac au début des années 2000. Donc tout ça pour dire que c'était la guerre du Golfe, à l'époque. Bon. Tout ça pour dire qu'il y a plein de choses qui existent déjà, on ne sait pas toujours. La vision tête haute, ça ressemble à ça, pour ceux qui ne connaissaient pas. Donc soit c'est sur le pare-brise directement, au-dessus du volant. En fait, on voit à 3 mètres devant nous ce qui se passe. Ça sert pour la vitesse, ça sert pour indiquer également la vitesse à respecter. Parce que la caméra qui est au-dessus du pare-brise, elle lit les panneaux au loin. À chaque fois, vous rappelle, là c'est 60, c'est 50, c'est 130. Et donc cette information apparaît sur le pare-brise, et ça sert aussi pour la navigation embarquée. Au lieu de détourner le regard pour lire les infos du GPS, vous l'avez devant vous. Et la version low cost qui arrive chez plusieurs constructeurs, c'est une petite lamelle en plexiglas au-dessus du volant. Vous avez la même chose. Voilà. Et ça, effectivement, on s'y fait très vite. Bon, l'idée, c'est pas non plus de surcharger complètement le conducteur, parce qu'il faut quand même qu'il puisse traiter les informations. Mais au lieu de voir des tableaux de bord, il y a plein de trucs, c'est un peu compliqué. Bon, là, vous avez 2-3 pictos, c'est en général avec du vert, du rouge, c'est assez facile. Et donc, comme je le disais, eh bien, la caméra peut repérer donc les signaux pour la vitesse, mais aussi les interdictions. Et donc, bien sûr, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le régulateur de vitesse intelligent dont je parlais tout à l'heure, celui qui mesure les distances par rapport à ce qui se passe devant, eh bien, il peut aussi prendre en compte les panneaux pour justement baisser la vitesse quand il le faut et remonter quand c'est la bonne vitesse. Donc tout ça est un petit peu lié. La tendance aujourd'hui, c'est de surveiller ce qui se passe sur les côtés, devant, mais aussi derrière. Donc autrement dit, une vision à 360 degrés. Alors Nissan a une formule pour ça, ils appellent ça le safety shield, donc le bouclier de sécurité. Et l'idée effectivement, c'est de protéger le conducteur et ses passagers contre tout ce qui pourrait entraver la bonne marche du véhicule. Et ça marche aussi en marche arrière, évidemment. Par exemple, sur un hypermarché, c'est pas rare d'avoir des piétons, des voitures qui passent vite, sans regarder, des gens avec des caddies. Quand vous faites une marche arrière, le radar scanne autour ce qui se passe et va vous prévenir si jamais il y a quelque chose. Et même mieux que ça, vous avez des systèmes aujourd'hui qui permettent, avec 4 caméras, d'avoir une vision à 360 degrés. C'est ce qu'on voit là-haut, là, autour de la place de parking. Donc là, vous savez, en sortant de votre place, ce qui se passe, s'il y a une voiture, un piéton, si quelqu'un rentre dans le champ. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est pareil, c'est essentiel. Et encore une fois, par rapport à la voiture autonome, c'est quelque chose qui va compter aussi. Là, ce qu'on voit devant, c'est une caméra, c'est le même principe, mais c'est à l'avant. Quand vous sortez d'un garage chez vous, par exemple, et que, il n'y a pas trop de visibilité, sur les côtés, la caméra peut faire ça pour vous. Et donc, du coup, avec tous ces systèmes-là, toute cette intelligence, et encore une fois, tous ces capteurs qui existent déjà et qui vont se généraliser à des millions, des centaines de millions d'unités, eh bien, on arrive à la conduite préventive. C'est-à-dire qu'en fait, le véhicule, non seulement il sait ce qui se passe devant, mais avec des algorithmes, il va être capable de déterminer s'il y a éventuellement un risque de collision. Parce que l'imprévu, ça arrive aussi, de temps en temps. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça s'appelle l'imprévu. Et donc, le véhicule va être capable de préparer les habitants, enfin les occupants, à un éventuel choc. C'est-à-dire qu'en fait, les ceintures vont se tendre,
les vitres vont se refermer, le toit ouvrant, pareil, va se refermer. Et on va être capable, en fait, de déclencher l'airbag, les protections, juste ce qu'il faut avant le choc pour préparer donc, les occupants à l'impact, si impact il y a malheureusement. Et juste après, une fois que le véhicule est arrêté, parce qu'une fois qu'il y a eu collision, en fait, le système de freinage va immobiliser le véhicule pour éviter qu'il y ait suraccident juste après, eh bien, il va appeler les secours, l'appel d'urgence dont je parlais tout à l'heure. Bon. Donc, sécurité primaire, secondaire, tertiaire. Et donc, j'en viens à Euro NCAP, j'en parlais tout à l'heure par rapport aux fameuses étoiles. Euro NCAP, en fait, c'est une initiative privée, c'est une association. Et donc, ils testent des véhicules qu'ils achètent sur le marché. Ils leur font faire des tests plus durs que la législation l'exige. Et ils notent les véhicules en fonction de ça. C'est pour ça que des véhicules, parfois, sont très bons sur un choc frontal, mais très mauvais sur les piétons ou pour autre chose. Et donc, si on veut avoir 5 étoiles, qui est la garantie d'un véhicule très sûr, eh bien maintenant, ce qu'il faut, c'est avoir des systèmes, justement, d'aide à la conduite, comme notamment le freinage automatique. Freinage automatique, qui donc, des études l'ont confirmé il n'y a pas très longtemps, réduirait de 38% le risque d'accident par rapport à un véhicule qui, naturellement, n'en aurait pas. C'est pour ça que moi, en tout cas, je considère qu'en matière de sécurité routière, si on veut vraiment faire baisser le nombre de morts, en fait, la technique va déjà permettre d'avancer pas mal sur la question. Et donc, côté français, alors ce qui est intéressant, c'est que les équipementiers français ont travaillé beaucoup sur la question au début des années 2000. Et puis à l'époque, bon, les constructeurs Renault, PSA ont considéré que bon, c'était peut-être pas si important, qu'ils pouvaient attendre. Enfin bon, bref. Donc tous ces systèmes sont arrivés par le haut de gamme. Il y a eu une accélération à partir de 2010. Et donc, ils se sont retrouvés en retard par rapport aux autres. Heureusement, ce retard est comblé aujourd'hui parce que les équipementiers sont les mêmes pour tout le monde. Quand on est Bosch, Delphi, Continental et autres, de toute façon, on équipe tous les constructeurs. Donc, une fois que c'est amorti par Pierre-Paul Jacques, après, on récupère les capteurs et les systèmes, ça coûte moins cher. Et en plus, bon, quand on est Renault, c'est facile, parce que Renault-Nissan, donc c'est la même plateforme. Donc, encore une fois, les volumes d'achat font qu'on peut assez facilement rattraper son retard. Le fait est que le nouvel espace a au moins une bonne dizaine d'aides à la conduite. C'est quand même pas mal. Il est plutôt dans la bonne moyenne. Et chez PSA, bon, progressivement, ils ont des systèmes de freinage automatique. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde, en fait, se met à niveau. Et je disais l'autre jour, même une marque comme Suzuki, sur le Suzuki Vitara, a un système de freinage automatique d'urgence. Qui l'eût cru, il y a quelques mois. Alors, la voiture autonome, on va y venir progressivement, parce que c'est comme ça que ça va se passer. Ça ne va pas être un beau jour, la voiture autonome arrive. Non, ça va être, on va proposer des fonctions pour automatiser la conduite là où ça paraît pertinent et même souhaitable par le conducteur. Le cas de figure le plus évident, dans les grandes villes, c'est l'assistance dans les bouchons. Dans les bouchons, en général, la qualité du pilote fait rarement la différence. Donc du coup, vous avez un régulateur de vitesse intelligent, vous avez un système qui surveille les bandes blanches et qui est capable donc du coup d'influer sur la direction. Vous faites le lien entre les deux et vous obtenez en fait voilà, un système d'assistance dans les bouchons tel qu'on trouve par exemple chez Mercedes, qui était l'un des premiers à le mettre en place sur la classe S, mais pas que. Ça marche en gros jusqu'à 30-40 km/h. Donc dans les bouchons, on vous demande encore de garder une main sur le volant, mais vous pourriez très bien, dans l'esprit, de l'enlever. Le véhicule gère tout seul le frein, l'accélération, quand ça repart, et il détermine que la route est en courbe, donc le volant va tourner en fonction du rayon de braquage, tout simplement. Et donc ça, aujourd'hui, on sait faire. Alors, il n'y a pas que Mercedes, il y a aussi BMW qui le fait sur plusieurs véhicules, d'ailleurs. Et puis, un certain nombre d'autres l'ont annoncé. Audi, ça arrive cette année sur le Q7. Il va y avoir d'autres applications. Par exemple, chez les Français, ça a été annoncé. Bon, ça va être, selon les marques, 2016-2018. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans les 2-3 ans qui viennent, ça va être le premier cas de figure. Et je peux vous dire, c'est moi, là, à gauche, au volant d'une Volvo, quand Volvo m'a invité en Suède pour essayer le système. On s'y fait très vite. Après tout, dans les bouchons, vous êtes à 10-20 km/h, parfois moins. Prenez pas trop de risques à lâcher le volant ou en tout cas à laisser le véhicule gérer ça. Si jamais il y a un problème, à 10 à l'heure, vous pouvez encore récupérer le truc. Donc, puis surtout, dans les bouchons, pendant ce temps, on peut faire autre chose. Écouter la radio, pourquoi pas commencer une réunion, enfin bref. Ouais. Alors, la seconde application, ça va être ça. C'est le voiturier automatique. Donc, tout le monde connaît le park assist, donc le système qui permet d'aujourd'hui de laisser la voiture tourner le volant tout seul. C'est vous qui appuyez encore sur les pédales,
pour l'instant. On vous demande d'avancer, freiner, passer la première, la marche arrière. Mais la voiture qui a au préalable calculé l'espace par rapport à ce qui est disponible en fonction de la taille de la voiture, peut vous dire, bah là, tu peux y aller là. Donc, j'appuie sur un bouton, hop, tac, le volant tourne tout seul, et en général, en 2 coups de cuillère à peau, on arrive au créneau. La prochaine étape, c'est vous ne serez plus dans le véhicule. Donc ça, c'est aujourd'hui. La prochaine étape, ça va être demain. Et ça, c'est quelque chose que BMW va lancer cette année, sur la nouvelle série 7. Alors avec une télécommande, c'est la voiture, je ne serai pas loin, je serai à 10 mètres, hein, mais imaginons un parking très étroit. Si je me gare, après je ne peux plus ouvrir la portière, parce qu'il y a un pilier à côté, un gars qui est mal garé, avec un 4x4, enfin bon bref. Vous sortez de la voiture, avec la télécommande, hop, vous demandez à la voiture de se garer, elle va avancer, elle va reculer toute seule. Première étape. Après, il y aura des étapes intermédiaires où, avec le smartphone, cette fois, vous pourrez donc d'un peu plus loin, par exemple sur un parking aérien, là, laisser le véhicule vraiment avancer tout seul, et il va aller chercher sa place, et puis il va se garer, il va faire un créneau, un vrai créneau. Et du coup, on pourra l'appeler quand on veut le récupérer. Ça, c'est pratique sur un parking. Imaginons, il pleut. Vous êtes garé là en face. Il pleut à corde. Vous demandez à votre véhicule de venir faire 10 mètres pour venir vous chercher. C'est sympa, non? Bon, voilà. Alors, vous savez pas quoi? Tesla a prévu ça dans une de ses mises à jour, en fait. Ils ont prévu que la voiture, comme elle est synchronisée avec l'agenda du conducteur, elle sait qu'il faut qu'il parte à telle heure. Mais s'il y a des bouchons, elle serait même théoriquement capable de venir plus tôt se présenter sur le pas de la porte pour justement l'emmener pour aller au bureau, par exemple. Elle ne va pas jusqu'à le réveiller, pour l'instant. Mais pourquoi pas? Donc tout ça pour dire que le voiturier automatique, c'est quelque chose qui va arriver prochainement. Et l'intérêt, par exemple, c'est pour les parcs d'autopartage, notamment les parcs avec des voitures électriques. Plutôt que le client ramène la voiture, se gare, etc., il pourrait très bien descendre. Et puis, la voiture, c'est elle-même qui va aller dans le sous-sol, dans le parking. Pour les parcs de location, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant, par exemple. Alors, venons-en maintenant à la Google Car, la fameuse Google Car dont on parle beaucoup, depuis qu'un beau jour de 2010, sur son blog officiel, le célèbre moteur de recherche a annoncé qu'il voulait sauver le monde avec des voitures autonomes. Bon. Je ne sais pas quelles sont exactement les motivations, parce que ils ont fait appel à des gars qui ont travaillé sur ce qu'on appelait aux États-Unis le challenge DARPA. C'était en fait une compétition organisée par le Pentagone pour développer des voitures autonomes. Bon, dans un but purement militaire, mais en tout cas, à une époque, dans les années 2007-2008, ils ont demandé comme ça à des laboratoires, californiens pour la plupart, développer des systèmes pour justement qu'une voiture puisse se déplacer sans conducteur dans le désert. On imposait donc des points de passage et il fallait que la voiture soit capable de descendre des pistes, etc. Bon, bref. Ça a marché pendant quelques années et puis après, plus rien. Le DARPA est passé à autre chose, les drones, enfin tout un tas de trucs. Et par contre, cette expertise des véhicules autonomes allait rester et du coup, Google est allé débaucher quelques ingénieurs de ces laboratoires, de Stanford, de Carnegie Mellon et compagnie. Et donc, du coup, ils ont commencé à transformer des Prius, comme on le voit ici, ou des Lexus RX 450H. Donc, ils ont mis ce qu'on appelle un télémètre laser, un Velodyne, ça coûte $70 000 la pièce. Tout un tas de capteurs, ils ont fait du développement logiciel, et ils se sont dit, vous allez voir, un jour, on fera des voitures autonomes. Eux, leur vision, c'est on-off, c'est nous, la voiture, elle pourra vous livrer une pizza. Bon, après, on peut se demander à quoi ça sert qu'une voiture nous livre une pizza. Imaginons que c'est pas celle que j'ai demandée, par exemple, ou que j'ai pas assez d'argent. Qu'est-ce qu'a fait la voiture? Bon, bref. Le fait est que Google, bien sûr, a eu beaucoup de succès avec des vidéos. Bon, alors, c'est pas Stevie Wonder, c'est quand même un gars qui est aveugle, qui a retrouvé le plaisir de se mettre derrière un volant. Et évidemment, ils ont fait rouler pas mal de voitures sur 1 million de miles à ce jour, ce qui est quand même assez considérable. Et surtout, le grand mérite qu'ils ont eu, et encore une fois, ils ont joué un rôle d'aiguillon par rapport à l'industrie, c'est qu'ils ont eu des autorisations pour faire rouler des voitures autonomes dans les États qui ont bien voulu jouer le jeu, comme la Floride, le Nevada, la Californie. Et il y en a d'autres qui sont assez ouverts à la question. Alors, sachant qu'ils ont un permis spécial, il y a des plaques spéciales, je l'ai vu au Nevada de mes yeux, vous avez une plaque rouge avec un numéro, etc. Sauf que cette voiture a le droit de rouler et de se mêler aux autres, mais il faut qu'il y ait un conducteur derrière,
qui soit prêt à tout instant pour reprendre justement le contrôle de la situation. Mais le fait est que ça permet d'engranger de l'expérience, mine de rien. Et d'ailleurs, sachez qu'au Nevada, d'autres constructeurs, ou en Californie, ont aussi des licences. Donc Continental le fait, Mercedes le fait, Audi le fait. Donc tout ça pour justement profiter de cette brèche ouverte par Google pour réviser la Convention de Vienne et donc avoir un jour l'autorisation légale de rouler. Ils y viennent. Voilà ce que voit en fait une Google Car, hein, donc la carte 3D en dynamique. Hein, voilà. Donc on voit les piétons, les feux, etc. Alors après, on pourrait se demander, bon, au fond, Google, qu'est-ce qu'ils vont faire dans cette aventure? Parce que construire des voitures, c'est pas à la portée de tout le monde. D'abord, ça génère très peu de marge. C'est plus ça va et plus ça devient un cauchemar, enfin avec des normes partout. Enfin, vous imaginez le truc. Et donc, par contre, un acteur comme Google, bon, ben, sur la partie logicielle, contrôle commande, on pourrait se dire, ben, ils ont quand même des ingénieurs qui sont pas idiots, ça pourrait avoir du sens. Google, c'est Google Maps. Ils ont aussi accès à des satellites. Enfin, en Internet, ils se défendent assez bien. Donc, on pourrait se dire que ils pourraient proposer des serveurs, toute une intelligence, pas mal de choses. Pour l'instant, on ne sait pas trop bien ce qu'ils veulent faire. Je ne suis même pas sûr qu'ils sachent eux-mêmes exactement où ils veulent aller. Mais le fait est que, bon, ils font des choses, et ça aide un petit peu le reste du monde à progresser également. Alors, la dernière Google Car, c'est ça. C'est une voiture qui, en principe, n'a pas de pédale et n'a pas de volant non plus. Il y a 2 boutons, marche-arrêt. Voilà, donc elle vous emmène quelque part. Pas très vite, hein, parce qu'elle ne va pas au-delà de 40 km/h. C'est une petite astuce, parce qu'au niveau de l'homologation, comme ça, c'est pas une vraie voiture, donc c'est moins contraignant pour Google. Le fait est que jusqu'à présent, c'est des voitures qui tournaient sur le campus de Mountain View, donc chez Google. Là, ce qui va se passer cet été, c'est qu'il y en a quelques exemplaires qui vont rouler aussi à Mountain View, mais en dehors du campus, sur des vraies rues, des vraies routes. Mais on est toujours en Californie, là, il fait beau. Donc pour l'instant, ils ne prennent pas trop de risques, c'est à 40 km/h. Et les véhicules d'essai qui vont rouler auront par contre un volant, escamotable, et des pédales. Il ne faut quand même pas trop pousser, hein, des fois que ça ne marcherait pas. Mais le fait est que Google a dit les voitures vont arriver cet été, tout de suite ça a été Google a parlé, enfin l'oracle a parlé, c'est formidable. Cela dit, Google, eh bien, en face, il a quand même des gens à qui parler. Donc, bon, typiquement, il y a des équipementiers ou des constructeurs qui ont répliqué avec des démonstrateurs. Celle du haut, en fait, c'est une Lexus qui a été présentée en 2013 au CES Las Vegas, donc avec un peu les mêmes armes. Hein. On reconnaît le télémètre sur le toit, puis alors, tout un tas de capteurs. Et là, la voiture d'en bas, c'est une voiture que Bosch avait présentée en 2014. Donc celle-là, j'ai pu rouler dedans, donc avec le même télémètre laser. La seule différence, c'est que maintenant, cette même voiture, eh bien, tout ce que vous voyez sur le toit, ça a disparu. Maintenant, ce sont des tout petits capteurs, comme sur la Tesla Model S. Enfin, on ne l'a pas trop vu, mais il n'y a rien qui dépasse du toit. Il y a juste encore une antenne GPS qui prend un peu de place sur le coffre, mais vraiment, c'est un tout petit truc comme ça. Les capteurs sont encore un peu apparents, mais c'est en train d'être miniaturisé, et d'ici 2-3 ans, ça sera invisible. Hein. Et donc, sachez également, parce que c'est tout récent, ça date quand même il y a quelques semaines, Delphi, donc c'est un équipementier qui avant était dans le giron de General Motors, et qui, pareil, fait partie des plus grands équipementiers mondiaux. Ils ont équipé une Audi, un Q5, la voiture en mode autonome a traversé les États-Unis en une semaine. Et on pouvait suivre les exploits sur Twitter tous les soirs. Donc il y a des vidéos qui ont été faites. Si vous tapez Delphi Automatic Drive, vous allez trouver ça. Cette voiture, moi j'ai roulé avec. Voilà à quoi elle ressemble en fait. C'est un Q5, comme je le disais, avec pas mal de capteurs. Et donc vous avez l'intérieur. Vous voyez donc la carte. Voilà ce qu'est le conducteur. Voilà ce que voit la voiture. Et ce qui est d'ailleurs très important pour une voiture autonome, c'est que celui qui est derrière le volant sache en permanence ce que la voiture voit, qu'il comprenne ce qu'elle va faire, si elle va doubler, si elle va s'arrêter, etc. Donc l'interface homme-machine est quand même très très importante par rapport à cette approche-là. En tout cas, cette voiture-là, la plupart du temps sur autoroute, parce que c'est là-dessus que la voiture autonome a quand même sa légitimité quelque part, eh bien, elle a fait plus de 5000 km en à peine une semaine. Mais côté français, on sait faire aussi. Alors Valeo est à Las Vegas. Si on a un petit peu de temps tout à l'heure, je vous montrerai une petite vidéo, vous verrez ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Valeo, donc équipementier français, il y a 20 ans, c'était une boîte avec des trucs un peu mécaniques, des fils, enfin, un amas de machins qui venaient un peu partout. Valeo est devenu un champion mondial, de taille mondiale, en matière d'aide à la conduite. Ils sont très forts dans les capteurs, les caméras.
ce qu'ils appellent la conduite intuitive. Et donc là, cette photo a été prise aux Invalides. Ils ont privatisé en fait la cour des Invalides. Et donc ils ont fait rouler une Volkswagen Passat. Alors le constructeur, c'est pas un hasard, hein, parce qu'ils ont des accords entre eux. Mais le fait est qu'il y avait une Passat qui roulait en mode autonome devant les Invalides. Et ce qu'il faut retenir également, c'est que cet équipementier a passé un accord avec Safran, donc équipementier aéronautique et militaire. Et ensemble, en fait, ils se complètent sur certaines thématiques. Donc Valeo apporte sa science des capteurs, et Safran apporte d'autres choses. Centrale inertielle pour la voiture, par exemple. Autre chose, la biométrie. Safran, ils ont un logiciel de morphologie au niveau du visage qui est vachement balèze. Hein. C'est celui qu'on voit dans les experts, par exemple. Hein. Le truc du FBI avec les visages, machin truc, c'est Safran qui a fait le logiciel. Et donc, l'application, c'est quoi? C'est un jour, dans votre voiture, quand vous montrez, on saura tout de suite si vous avez accès ou pas au véhicule. Et ça servira également pour affiner tout ce qui est détection de fatigue, expression de joie, tristesse ou endormissement, et ainsi de suite. Donc voilà quelques photos du véhicule. Vous voyez donc l'interface sur l'écran. Et donc bien sûr, la voiture lit les panneaux et s'adapte par rapport donc à l'itinéraire. Alors Tesla, j'y reviens parce que donc il y a un pack autopilote avec des capteurs qui sont fournis par Bosch d'ailleurs. Et donc comme je le disais, on a des fonctions qui arrivent au fur et à mesure. Donc là, actuellement, c'est la version 6.2 qui est proposée, donc qui permet d'avoir le régulateur de vitesse intelligent, par exemple. Tout comme il y a l'alerte de sortie de fil. Donc, vous vous rappelez tout à l'heure le système qui surveille donc les bandes blanches et qui vous prévient si jamais vous dépassez, vous mordez sur la voie sans avoir mis le clignotant. Eh bien, dans la prochaine version, qui va arriver d'ici quelques semaines, il y a des fonctions en plus qui vont être ajoutées. Et puis, une prochaine version, il y aura encore plus. Mais le fait est que le génial patron fou de Tesla a de toute façon dit qu'il voulait faire des voitures autonomes, hein, que évidemment ça l'intéressait beaucoup, donc progressivement, ils sont en train de le faire. Et pour une clientèle qui de toute façon est prête à payer entre 70 et 100 000 euros pour avoir une voiture de ce type, c'est quand même mieux d'avoir une voiture autonome qu'une voiture comme les autres. Donc voilà. Alors parlons un petit peu d'Apple, parce qu'on parle beaucoup de Google, mais on commence à parler un petit peu d'Apple en ce moment. Tout ça parce qu'il y a des spéculations qui sont sorties dans la presse à partir du mois de février. Donc il s'est murmuré, enfin de toute façon dès qu'Apple fait quelque chose c'est forcément génial, hein, c'est comme Google. Donc il s'est dit qu'Apple aurait engagé des gens, qu'il y aurait des centaines de personnes qui travailleraient sur un projet ultra secret, encore plus secret que la zone 51, c'est vous dire. Donc en fait, dans un endroit secret près de San Francisco, faut quand même pas exagérer, hein, on reste en Californie, ce qui fait beau. Donc Apple sera en train de travailler sur un projet de voiture électrique et même autonome, connu sous le nom de projet Titan. Alors ce qui est vrai, c'est que même si Apple n'a rien dit, hein, de toute façon ils ne démentent jamais, et dès qu'on parle d'eux, de toute façon c'est très très bien. Donc j'irai pas jusqu'à dire qu'ils ont fait ça uniquement pour qu'on parle d'eux, mais en tout cas on parle d'eux, c'est très bien. Donc en fait ce qui est vrai, c'est que des concurrents se sont plaints que des ingénieurs aient été débauchés. Il y en a un qui leur a intenté un process, c'est A123 Systems, qui fait des batteries. Donc en tout cas, ils sont en train de bosser sur les batteries. Et ils cherchent des gens qui savent faire des voitures, le côté autonome les intéresse, les voitures électriques les intéressent, donc il se passe un truc, quand même. Alors ce qui est vrai, c'est que Apple entre dans les voitures grâce à CarPlay. Rappelez-vous l'image tout à l'heure du smartphone qui réplique donc l'affichage de l'iPhone dans la voiture, mais ça ne leur suffit pas. Ils aimeraient aller un stade plus loin. Bon, idéalement, toutes les boîtes de la Silicon Valley rêvent d'entrer dans l'électronique de bord et le logiciel des voitures. Ce que ne veulent pas les constructeurs, on comprend pourquoi. Le fait est qu'Apple, donc, fait quelque chose. Alors, pourquoi faire? Est-ce que c'est pour montrer qu'ils sont capables et pour peut-être provoquer un partenariat? C'est possible. Moi, j'avoue avoir du mal à comprendre qu'est-ce qu'ils vont apporter de plus. Aujourd'hui, tous les constructeurs passent aux grands écrans plats. La connectivité est la même chez tout le monde. La conduite autonome, c'est pareil, c'est quelque chose qui va être commun à tous les constructeurs. La voiture électrique, aujourd'hui, vous avez un Tesla qui aujourd'hui a mis quand même la barre assez haut. Donc, si Apple fait un truc, il faudra vraiment que ce soit super simple et quand même à un niveau assez élevé. Mais bon, attendons de voir, on aura peut-être des surprises. Après tout, moi, je ne croyais pas du tout à leur montre Apple Watch, et ils arrivent quand même à vendre des millions, donc... je ne sais pas comment ils font, un truc qui ne sert à rien dans l'absolu, mais les gens sont tellement contents de l'avoir que, vous voyez, même ça, le jour où il sera à 2000 € pièce, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont se saigner les veines pour
pour continuer à sortir le téléphone et dire tiens, moi j'ai le dernier iPhone 8, 9, etc. Bon, après c'est la puissance de la marque. Et c'est pour ça d'ailleurs que certains industriels ont peur, parce que un Apple, il a une puissance de la marque. Il peut vous faire n'importe quoi. Enfin, d'ailleurs, il arrive déjà à faire n'importe quoi, puisque vous êtes assez fou pour lui confier votre numéro de carte bleue, et c'est lui en fait qui détient tous vos avoirs, hein, quand vous achetez de la musique ou n'importe quoi. Bon, bref, j'en dis un mot parce que c'est important quand même. Rapidement, que pensent les constructeurs? Qu'est-ce qu'ils vont faire? En parallèle de toutes ces annonces Google, etc., il faut quand même se dire qu'il y a quelques mois, les constructeurs automobiles ont dit qu'en 2020, ils allaient proposer des voitures partiellement ou hautement automatisées. Nissan a été l'un des premiers à le faire, et justement la Leaf qu'on voit ici roule au Japon, où elle a reçu donc une autorisation spéciale. Les Japonais sont assez balèzes quand même dans la voiture automatisée, hein, donc j'ai eu l'occasion plusieurs fois de voir ce que ça donne, et donc Toyota va proposer prochainement un mode de conduite sur autoroute et aussi un mode d'évitement. Donc non seulement la voiture voit le piéton, mais si la collision paraît probable, le volant va tourner et la voiture va éviter le piéton. Ça, c'est quelque chose qui va arriver prochainement. Bon, Honda aussi est dans cette mouvance, avec donc des voitures communiquant avec l'infrastructure et donc les autres véhicules, même les motos. C'est un truc auquel Honda tient beaucoup. Normal, il faut aussi des motos, donc pourquoi ne sera-t-elle pas connectée? Et au Japon, ils sont quand même assez avancés aussi dans tout ce qui est smart highways. En Amérique, il n'y a pas que Google, il y a aussi General Motors, par exemple. Donc Cadillac prévoit un mode Super Cruise qui va arriver donc prochainement. Et Ford aussi a des démonstrateurs. Ils ont des voitures autonomes qui roulent dans le Michigan. Donc, bon. Donc clairement, c'est quelque chose sur lequel travaillent aussi les constructeurs américains. Bon, Fiat Chrysler un petit peu moins, parce que Chrysler, qui était le troisième Big Three des constructeurs, maintenant parle italien, et pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être trop leur préoccupation première. Côté européen, bon, bien sûr, les Allemands sont plutôt en pointe, hein, c'est pas très surprenant. Donc, Mercedes a fait un truc super. Ils sont allés sur les traces de Martha Benz, donc la femme de Karl, hein, celui qui a donné Mercedes-Benz, et donc sur les traces d'un trajet, parce qu'à l'époque, faire 100 km en voiture, c'était une aventure folle à la fin du 19e. Il fallait être fou pour faire ça. Enfin, il n'y avait pas station-service, enfin, c'était vraiment un truc, c'était la dernière aventure. Et donc, sur l'itinéraire historique qu'elle avait fait en Allemagne, eh bien, ils ont fait ça avec une voiture autonome. Donc, il y a des images sur Internet où on voit la voiture qui passe les ronds-points, qui roule sur autoroute. Et d'ailleurs, la voiture qui a fait ça est arrivée au Salon de Francfort il y a 2 ans, avec le patron qui était assis à l'arrière, et il n'y avait personne devant. Et la voiture est arrivée sur la scène, et l'a laissé descendre pour justement donc, faire son speech juste après. Et les Allemands de BMW, eux, font des tests notamment sur autoroute avec l'équipe entière Continental. Bref, côté Volvo, qui est aussi un sérieux client, il y a un projet qui s'appelle Drive Me, et donc qui va en fait entrer en application en 2017. Il y a 100 voitures autonomes qui vont rouler dans Göteborg et qui vont se mêler avec les autres voitures. Donc justement pour voir comment se comportent les automobilistes. Là, l'idée, c'est, jusqu'à présent, tout ce qu'on a vu, c'est des ingénieurs qui prennent le volant derrière. Ce n'est pas des vrais gens comme vous et moi. Là, l'intérêt de Volvo, c'est de faire appel à des vrais gens, pas que des ingénieurs ou des bac plus 15, mais voir comment un ménageur de 50 ans ou moins, ou d'autres personnes, étudiants ou autres, qu'est-ce qui se passe quand ils montent dans une voiture comme ça, et qu'est-ce que ça apporte finalement à la collectivité. Donc ça, ce sera très important. Et ce qu'on voit donc en bas, c'est le projet Sartre. Là, c'est un petit peu différent, c'est ce qu'on appelle du platooning, c'est un convoi virtuel, où en fait les véhicules sont reliés électroniquement par une sorte d'attelage, mais invisible. Donc en fait, c'est le camion qui est devant qui traîne l'ensemble de la chaîne. Alors c'est très bien pour ceux qui sont derrière, parce qu'en fait, ils consomment moins de carburant, un peu moins pour celui qui est devant, parce que c'est lui qui est responsable pour tout le monde, hein, mais dans l'absolu, ça permettrait, si c'était appliqué, d'avoir beaucoup plus de capacité pour le trafic sur les routes, et donc moins de consommation finalement pour les convois. Mais ça reste évidemment difficile à gérer quand même. Côté français, donc je le disais, 2016-2018 en fonction des facilités. Bon, c'est clair que comme Nissan est très avancé, Renault, qui est son partenaire, va en bénéficier, c'est logique. Le fait est qu'en France, il y a l'un des plans de la Nouvelle France industrielle qui avait été, vous savez, mis en place par l'inénarrable Arnaud Montebourg. Donc ces plans existent toujours. D'ailleurs, le plan voiture autonome aussi. Simplement, bon, avant il y en avait 34, maintenant il y en a quand même beaucoup moins. Mais ce plan existe là.
Et les constructeurs français y travaillent, les équipementiers aussi. Et donc, il y a toute une filière autour du véhicule autonome qui se met en place avec l'Institut VDCOM. Et ça va déboucher, en fait, normalement cette année, sur des premières expérimentations sur des sites plus ou moins fermés au trafic. Le fait est que, même si la Convention de Vienne interdit en principe le roulage de véhicules autonomes, il faut quand même bien qu'on commence à expérimenter, à gagner de l'expérience. Donc, les choses sont en train de se mettre en place, y compris en France. Valeo, j'en parlais. Donc, grâce à la morphologie, ça va aider. Et puis surtout, il y aura des capteurs demain pour mesurer le rythme cardiaque, la position des mains, le regard, etc. Là encore, il y a un truc qui me vient à l'esprit, c'est avec les montres connectées, par exemple, notamment pour les sportifs, ça mesure le rythme cardiaque. Donc, on pourrait très bien déterminer si le conducteur est en train de faire un malaise, par exemple, pendant que la voiture roule. Imaginez que la voiture soit autonome, et tout d'un coup, au moment où le gars doit reprendre le volant, il ne peut pas parce qu'il vient de s'évanouir. Et bien là, la voiture pourrait s'arrêter sur le côté de la route, par exemple. C'est aussi autant de cas de figure qu'il faut essayer de prévoir à terme. Le fait est que le conducteur sera placé sous surveillance, parce que c'est fondamental, justement, pour s'assurer qu'il sera en état de reprendre le contrôle. Dernière partie, avant qu'on puisse échanger si vous le désirez, les usages qui évoluent. Là, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que la voiture sera plus propre, elle sera connectée, elle sera autonome. Bon. Jusqu'à présent, on n'a parlé que de technique. Bon, d'un autre côté, c'est un peu important aussi que la technique, à un moment, ça serve de socle. Après, ce qui est intéressant, c'est parler d'usage et de service. Et justement, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le domaine automobile, les temps changent. Il y a des offres de location aujourd'hui qui voient le jour. Donc, on a tendance de plus en plus à faire la location longue durée. Ça permet de changer tous les 2 ans ou 3 ans, sans les problèmes de garantie, d'usure, de dégradation, parce que ça coûte de plus en plus cher pour aller au garage, malheureusement. Donc, il y a les offres avec ou sans entretien. Quand c'est électrique, il y a la borne qui est incluse chez soi, par exemple. Et puis, un modèle comme la Cactus, qui est assez innovant, lui inaugure en fait un principe de mensualité calqué un peu sur la téléphonie mobile. Alors, une fois qu'on a dit ça, il y a aussi des services additionnels. Tout à l'heure, je parlais de Toyota qui faisait l'effort de construire des stations à hydrogène. Eh bien, aux États-Unis, les clients, pendant 3 ans, ils ne paieront pas l'hydrogène pour faire le plein. Alors, ça concerne pour l'instant surtout des clients en Californie, mais ça sera pareil sur la côte nord-est des États-Unis, où là aussi, pour adresser les grandes villes qui sont New York, Boston, etc., des bornes vont être construites. Tout ça, c'est pour dire que les constructeurs essaient de changer un peu les paradigmes, finalement. Ils raisonnent, bon, j'ai un client, mais le business, il est plus vraiment comme avant. Donc, on va essayer de trouver un autre moyen pour fidéliser, finalement, ce client. Les constructeurs, eh bien, aujourd'hui, explorent de nouvelles voies, comme par exemple la location entre particuliers, l'autopartage aussi. Et puis, sur une voiture comme la i3, pareil, l'une des plus innovantes du moment, parmi les voitures électriques, eh bien, le GPS, eh bien, finalement, quand on sait que la voiture va manquer de jus pour continuer jusqu'au bout, eh bien, on va vous dire, voilà, tu peux te garer là, tu peux retrouver le train, le bus, ou ainsi de suite, pour justement continuer le voyage. Bon, idéalement, ce qui serait formidable, on peut rêver, c'est que dans l'application, j'ai un mode de paiement qui soit compatible avec le réseau de bus, pour que je puisse monter sans payer si, par exemple, je suis étranger et que je n'ai pas la monnaie, par exemple. Mais là, pour l'instant, on rêve encore un petit peu. Mais certains y pensent. Alors, les constructeurs eux-mêmes font comme Bolloré. Ils font de l'autolib à plus petite échelle. Donc, Renault, qui est partenaire de Bolloré, du coup, met en circulation quelques Twizy dans les villes comme Lyon ou Bordeaux, par exemple. Mais les constructeurs allemands, comme BMW ou Daimler, avec Car2Go, par exemple, proposent également des services de location. Il y a Audi qui vient de lancer un truc aux États-Unis, c'est génial, c'est à San Francisco. C'est la location digitale. Tout se passe par, en fait, une application iPhone. Vous téléchargez l'application, vous commandez votre voiture par l'iPhone, on vous la livre sur un parking ou chez vous. Alors évidemment, vous êtes débité au passage, parce qu'il faut quand même à un moment payer un petit peu. Enfin, comme je vous le disais, Apple arrive à vous faire cracher quand même vos coordonnées bancaires, donc ça marche comme ça. Mais tout ça pour dire qu'il y a de nouveaux usages aujourd'hui. Donc l'interactivité qu'offre la tablette ou le smartphone permet ces usages-là. Et puis bien sûr, on parle beaucoup de voitures partagées, donc ça c'est quelque chose qui marche particulièrement bien en France, avec Blablacar, dans le covoiturage, avec Drivey, location entre particuliers. Bon, aujourd'hui, en fait, on peut se louer tout un tas de trucs, des voitures, des perceuses, on peut habiter les uns chez les autres. Enfin bon, il y a toute une économie, en fait, du partage qui est en train de se développer autour de ça. Et donc, forcément, ça aura un impact aussi sur le véhicule. Est-ce que ce sera mon véhicule ou un véhicule qu'à un moment
bah, je loue ou j'utilise. Peut-être que demain, quelqu'un qui a une Toyota Mirai à hydrogène, bah, en allant faire son plein en Allemagne, parce qu'en France, il n'y a pas de station pour l'instant, peut-être qu'il ira à Berlin et qu'il me proposera de partager les frais de route avec lui. Bon. Tout est possible. Et du coup, quand on parle de voiture autonome, on se dit, bon, ça va être super cher, oh là là. Bah, tout dépend comment cette voiture est tarifée et proposée. Et c'est là, en fait, tout le secret de la manœuvre. Et puis, il y a aussi des véhicules un peu marrants. Alors, vous connaissez ça? C'est bien. C'est bien. Non, parce que tout le monde ne connaît pas. Hein, donc, Toyota Aeroad, 3 roues électriques qui penchent dans les virages. Ça, c'est un truc génial. Hein. Et donc, effectivement, ils sont à Grenoble dans le cadre du service AMO. Enfin, AMO, c'est le nom original du service au Japon, qui a été donc mis en place à Toyota City. Et donc, pendant 3 ans, effectivement, ça va être testé à Grenoble. Donc, c'est le dernier kilomètre, enfin, c'est le complément idéal du transport en commun. Et en fait, le sens de l'histoire, c'est quoi? C'est que, avec un abonnement, par exemple, unique, eh bien, je pourrais, quand j'ai envie, je prends le bus, mais si j'ai besoin d'un high road pendant quelques kilomètres, ben, je le prends, et ainsi de suite, quoi. Donc, peut-être que demain, un Toyota pourrait me proposer, en plus, dans ma mensualité, imaginons que je paye 300 ou 400 euros par mois pour ma voiture, ben, j'aurais peut-être droit à un extra temps de jour pour aller utiliser le high road. Un simple exemple, Nissan, qui est un constructeur très innovant au niveau du service. Sur la Leaf électrique, quand vous achetez une Leaf, vous avez des journées prévues chez Avis pour rouler en autre chose que l'électrique. On vous offre 2 trajets par an pour le train, pour partir en vacances, à Nice par exemple. Vous êtes sûr qu'à l'arrivée, il y aura des bornes pour recharger la voiture et ensuite parcourir la Côte d'Azur. C'est tout bête, mais c'est du service et c'est ce qui fait la différence. Pour terminer, parce que on en arrive à la fin quand même, hein, depuis le temps. Donc voilà, en fait, le passeport, ça va être ça. C'est l'outil mobile, le smartphone, parce qu'il donne accès à tout un univers de services. Et le véhicule autonome, c'est pas seulement la voiture particulière, ça peut être le camion. Mercedes en fait rouler un dans le Nevada en ce moment. Ça peut être aussi tout simplement ça, des navettes autonomes. Il y en a qui circulent déjà à Vulcania, en Auvergne, qui permettent de transporter les passagers autour du parc. Et donc demain, pour desservir un supermarché, pour éventuellement des usages dans un campus, c'est ce qui va se passer chez Michelin par exemple. Ils sont en train de refaire leur centre de Ladoux. Eh bien, pour aller d'un bâtiment à l'autre, ce sont des navettes automatiques qui vont comme ça sillonner. Donc là, la navette qu'on voit est d'origine française. Bon, il y a marqué le nom Induct, la boîte a fait faillite, maintenant ça s'appelle Naviab, enfin ce sont les mêmes actifs. Il y a aussi Ligier qui s'est lancé dans le secteur. Ligier s'est associé avec Robosoft et ils ont créé la société EasyMile. Et ce qu'ils veulent en fait, c'est adresser justement un marché de niche, mais un marché de navettes autonomes, pour justement donc transporter des gens sans conducteur, en mode électrique, mais pour des usages très petites distances. C'est, au lieu de faire 800 mètres à pied, bah, vous faites 800 mètres à 10 pour aller d'un point A à un point B. Donc tout ça pour dire que le monde change et que justement la bonne question qu'on peut se poser, c'est quelle sera la place des constructeurs automobiles demain, sachant qu'il peut y avoir des Google, il peut y avoir des Apple, mais aussi, pourquoi pas, la SNCF, Delaware, enfin, j'allais dire, le jeu est ouvert. Et en tout cas, un jour, probablement, on verra ça sur les autoroutes. Alors d'abord, un mot, j'ai oublié le slide de conclusion. Donc le digital, bien sûr, fait partie de l'équation, ça c'est clair, je l'ai déjà dit. Tout est dans le cloud. Et donc, vous pourrez même partager avec vos amis tout ce qui est position, les retrouver, enfin, chaque coin de rue via Facebook, etc. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le véhicule va perdre de plus en plus son côté passion au profit de l'usage et du service. Et donc, j'y arrive. Voilà. Donc peut-être vision du futur 2025, telle que l'imagine l'équipementier Continental. Ben, on pourra voir la télé, voir un film, pendant que devant le véhicule pourra bien sûr sillonner les autoroutes urbaines très encombrées. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Bien, merci beaucoup pour cette présentation très complète et très dense. Donc, je pense qu'il y a quelques questions dans la salle. À propos des systèmes, bon, le terme est un peu dépassé, mais d'intelligence artificielle qui correspondent aux capacités de conduite automatique, est-ce qu'il y a comment se fait l'accréditation ou l'agrément des organismes, enfin, comment est-ce qu'on standardise la vérification que ces logiciels n'ont pas de bugs ou qui ne peuvent pas être leurrés? J'imagine par exemple que sur une route nationale, quand quelqu'un arrive très vite à un stop à droite, ça peut être pris pour un risque de collision.
Et est-ce qu'il y a des logiciels qui arrêteront la voiture d'autre part? Enfin, comment est-ce qu'on va garantir une sécurité informatique? Alors, ce que je peux répondre là-dessus, c'est qu'il y a des standards ISO par rapport à la sûreté de fonctionnement. Donc, tout ce qui est système critique, comme ne serait-ce que sur le freinage automatique, même à basse vitesse, hein, c'est des choses qui sont comme ça. Dès que ça impacte la sécurité, il y a des normes ISO avec des redondances, un peu comme dans l'aéronautique, si vous voulez. Ce que je retiens, ce que m'a dit un jour un équipementier automobile, c'est qu'on arrive à la même qualité de sûreté de fonctionnement que pour une centrale nucléaire, par exemple. Donc c'est quelque chose qui sera vraiment bien blindé en amont, si j'ose dire. Alors, avec le risque d'erreur, il ne faut pas se leurrer, il y aura forcément des accidents, il y aura forcément des morts. Mais il y en aura sans doute beaucoup moins que si on mettait rien dans les voitures, parce qu'on pourrait très bien continuer comme ça. À la limite, nous en Europe, ça va, on n'est pas trop impacté. Enfin, si j'ose dire, on n'a que 3 000 morts par an en France, c'est pas grave. Mais en Chine, ils en sont plus de 100 000 déjà. Hein, et ça fait pas très longtemps qu'ils sont dans la bagnole. Et ça ne peut que s'amplifier. Donc, quelque part, c'est un peu comme pour le vaccin du sida. Si on vous dit, voilà, dans 0,5% des cas, ça marche pas très bien, qu'est-ce qu'on attend? On attend d'être à 100%? Ou est-ce qu'on se dit, bah, tiens, 99,5, on peut déjà en sauver pas mal? Donc, pour répondre à votre question, oui, il y a des standards ISO. Bien sûr, ce qui fait le plus peur, c'est le côté piratage possible. C'est surtout ça, en fait, qui est le vrai danger. Bon, bien sûr, il peut y avoir des bugs, mais dans ce cas-là, la voiture repasse en mode manuel, il y a un mode dégradé, elle peut s'arrêter. Il y a des sécurités prévues pour ça. Je prends juste un exemple. Volkswagen a une assistance dans les bouchons. Si le conducteur ne reprend pas la main alors qu'il est censé le faire, la voiture s'arrête. La voiture s'arrête. Alors bon, ça serait mieux qu'elle s'arrête en bord de la route, mais au moins elle s'arrête. Donc par contre, ce qu'on sait, c'est qu'au niveau du piratage, il y a des risques réels, quoi. Et donc tout est fait pour justement essayer de séparer entre les fonctions critiques, les fonctions multimédia, et faire en sorte que les échanges soient les plus transparents possibles. Est-ce qu'on peut dire que le changement de vitesse, c'est fini? Oui, ça c'est clair. C'est même à un moment, je pense qu'on n'aura plus le choix. Parce que les Français sont pas tellement adeptes de la conduite. Alors, c'est vrai. Et moi, ça fait des années que je n'ai plus de voiture à boîte manuelle. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, les boîtes automatiques, les dernières générations ont 9 rapports, jusqu'à 9 rapports. On est en train de travailler sur des boîtes à 10 rapports. Alors, imaginez une boîte à 10 vitesses manuelle. Vous imaginez déjà, moi, une boîte 6. Quand on me prête une voiture à boîte 6, j'oublie qu'il y a une 6e. Je reste en 5e, parce que j'ai appris, il y en avait que 5. Avec une boîte automatisée ou pilotée, vous ne touchez plus rien. La voiture calcule en fonction du terrain, le vent, plein de choses. C'est elle qui gère. Et demain, pour justement les voitures consomment moins, du 2 litres au 100, voire du 1 litre au 100, tout passera par des boîtes automatisées. Regardez les hybrides de Toyota, ce sont des boîtes CVT, automatisées. Donc l'avenir, clairement, ouais, c'est ça, il n'y aura plus de changement de vitesse. On pourra faire semblant. Avec une boîte robotisée, moi j'ai des palettes au volant. Ça fait chic, ça fait sport, mais enfin, en vrai, c'est pas moi qui contrôle. Hein. Des fois, j'ai envie de changer de vitesse, mais l'ordinateur, il veut pas. Et alors la voiture à 5 000 euros, c'est pas encore... Alors, la voiture à 5 000 euros, d'abord, elle ne sera pas faite en France. Ça, c'est la première chose qu'on puisse dire. Ça répond probablement à une demande. Pour autant, il faut quand même se rappeler que Tata a voulu sortir la Nano à une époque et que ça a été un échec total. Bon, est-ce que Renault réussira là où Tata a échoué? Je suis curieux de le savoir. Je pense qu'il y a une demande pour ça, pour du low cost. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir des voitures basiques, très simples, avec le moins d'électronique possible. C'est très bien, il y a une offre à satisfaire. Et puis après, il y a le sens de l'histoire. Donc c'est comme les téléphones. Hein. Il y a des gens qui n'aiment pas les smartphones, qui préfèrent des téléphones avec des gros boutons. Et puis bon, une fois qu'on a un smartphone, en fait, on découvre qu'il y a des applications et on se dit, si j'avais pas ça, moi je sais que je voyage pas mal et donc du coup, les horaires d'avion, les plans de métro, pouvoir commander mon billet d'avion en ligne, si j'avais pas ça, je perdrais beaucoup plus de temps. Donc oui, il y a un marché pour ça. Mais il ne faut pas se leurrer, les gens des pays émergents, l'Inde, la Chine, etc., eux, ce qu'ils veulent, c'est copier un peu le système de vie de l'Occident. Donc, on ne peut pas leur vendre de la camelote. Hein. Eux, ce qu'ils veulent, c'est le dernier iPhone, c'est pas celui d'il y a deux générations d'avant. Que disent les assureurs? Alors, les assureurs, vous savez, c'est très simple. Ils veulent bien assurer le risque dès lors qu'il n'y en a pas. C'est ça, l'assurance. C'est le secret de la rentabilité.
C'est comme l'assureur, c'est tant qu'il n'y a pas d'accident, il trouve toujours une raison pour augmenter. Ils disent oui, mais enfin les réparations ça coûte cher. Les accidents baissent, oui, là c'est plus compliqué pour dire je vais donner moins d'argent. Bref, donc les assureurs regardent les choses, c'est vrai. Pour l'instant, ils disent on n'a pas de retour, donc on attend de voir. Et au bout de quelques années, quand ils estimeront que ça pose pas trop de problèmes, ils pourront toujours dire oui, d'accord, on assurera moins cher une voiture autonome. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'études qui déterminent que les systèmes d'aide à la conduite... pour l'instant, les assureurs ne jouent pas vraiment le jeu avec les véhicules qui offrent des assistances à la conduite. Ils devraient pourtant. Ça paraît très logique. Je me souviens, à une époque, c'était, je ne sais plus si c'était la Maïf ou la Massif, qui, en fonction si le véhicule avait plus d'attributs de sécurité qu'un autre, pouvait accorder une prime préférable sur ce véhicule-là. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On joue sur l'écologie. On dit voilà, il y a un bonus sur des voitures plus propres, mais pas sur des voitures plus sûres. Et ça, je trouve ça dommage. Que va devenir le permis de conduire? Alors, c'est une très bonne question. J'y ai en partie répondu dans un livre. J'ai écrit un livre avec Éric de Ritmaten, qui est paru aux éditions de l'Archipel, Les innovations du XXIe siècle. C'est la deuxième édition, parce qu'on en a fait un en 2005, et on l'a réactualisé en 2013, je crois. Et justement, j'ai écrit c'est écrit sous la forme d'articles d'anticipation, un peu comme un article qu'on lirait dans Libération en 2030, 2040, etc. Et je disais que le permis de conduire n'était plus obligatoire, parce que justement, il y a des cas où en fait, c'est la voiture qui conduira, donc vous n'aurez plus aucune... Alors, j'y viens. Je disais, ça ne serait pas forcément obligatoire. Et à la limite, ceux qui voudraient le passer seraient des gens très courageux, et peut-être même méritants quelque part, parce qu'ils auraient à passer des tests encore plus compliqués, des tests de charge cognitive avec les aides à la conduite, des pictogrammes partout, etc. Après, c'est une question de génération, c'est toujours pareil. Quand on est né avec, c'est beaucoup plus facile. Bon. Et donc, pour rire, je disais qu'effectivement, peut-être qu'un jour, on n'en aura plus besoin. Mais je pense que très sincèrement, même pour les conducteurs actuels, il serait intéressant d'avoir des sessions de mise à jour régulières, parce que le monde a changé. Les ronds-points, les panneaux, les règles. Et surtout, il faudra apprendre à conduire différemment. Moi, je me suis converti il y a plusieurs années de ça à l'éco-conduite, et aujourd'hui, c'est indispensable pour les futurs véhicules. Et les véhicules ne fonctionnent plus pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de compte-taux, enfin, il y en a de moins en moins, et de toute façon, ça ne sert plus à grand-chose parce que les moteurs sont réglés différemment. Il y a ce qu'on appelle du downsizing, donc la cylindrée diminue. Il y a du downspeeding, donc il tourne moins vite. Ce qui fait qu'ils ne réagissent pas pareil que ce qu'on a appris. Donc encore une fois, c'est l'ordinateur qui va calculer à quel moment on change de vitesse, à quel moment on va déclencher l'électrification ou pas. Le GPS va aider à anticiper sur le passage en mode électrique et la récupération d'énergie en descente, par exemple. Autant de choses qu'un conducteur, même un pilote de Formule 1, quand il a 50 boutons sur le volant, c'est son métier, il est payé pour ça en plus. Lui, au moins, il a de la chance. Mais bon. Il faudrait peut-être un permis spécial. Oui, bonjour. On parle beaucoup de voitures propres. Alors, aujourd'hui, on sait que le parc automobile amène beaucoup de pollution. Et les constructeurs ont inventé ce concept de voiture propre. On sait qu'à une époque, il y avait une marque de lessive qui lavait plus blanc que blanc. Oui, et il y avait un cadeau d'ailleurs dedans. En matière de voitures propres, donc on a des voitures électriques ou des voitures qui sont alimentées par de l'hydrogène. Alors, moi, je me pose la question, l'électricité, comment on la produit? Et l'hydrogène, comment le fabrique-t-on? Aujourd'hui, on produit de l'électricité par le nucléaire, par le charbon, par les hydrocarbures. Et l'hydrogène, on le fabrique en craquant du pétrole ou des matières organiques, ce qui demande également beaucoup d'énergie. Alors pour moi, aujourd'hui, le concept de voiture propre, il n'existe pas. Alors, vous avez raison de dire ça. Ce qu'on peut faire, c'est le bilan du puits à la roue. Alors sachant que le puits, ça se justifie quand c'est une voiture avec du pétrole. Quand c'est électrique ou hydrogène, c'est plus un puits. Enfin bon, vous avez compris, c'est le bilan vraiment en tenant compte également de tous les dégâts externes. Ce qu'on peut dire sur l'électrique, bien sûr, la voiture peut être propre ou sale, entre guillemets, selon que ce soit du nucléaire. Si on raisonne en CO2, après, il y a l'histoire des déchets quand même, vous êtes bien placé pour le savoir. Sur l'hydrogène, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est à 95% par rapport à du craquage d'énergie fossile.
notamment du gaz. Mais il n'y a pas que ça. Les énergies renouvelables vont servir beaucoup pour fabriquer de l'hydrogène. Et l'hydrogène va être utilisé pour justement stocker l'électricité qu'on va accumuler par rapport aux éoliennes, par rapport à l'énergie marémotrice, tout ce qu'on peut imaginer. Je vous donne juste un exemple. Audi a financé une installation en mer du Nord avec des éoliennes, tout un champ d'éoliennes, en fait, donc, qui utilise la force du vent pour faire de l'électricité. Cette électricité, en fait, il la stocke après sous forme d'hydrogène. Et après, ils peuvent faire du gaz naturel pour alimenter les voitures au gaz, l'hydrogène pour les voitures rapides à combustible, refaire l'électricité. Enfin, aujourd'hui, je dirais qu'on est dans un monde où le renouvelable va prendre une importance croissante. Et il ne faut pas s'arrêter à l'écume des choses, parce que les gens qui sont contre l'hydrogène disent « Ouais, mais l'hydrogène, ça coûte l'électricité, l'énergie, beaucoup de CO2 ». C'est vrai, aujourd'hui. Mais l'hydrogène, on en fabrique de façon involontaire. C'est ce qu'on appelle l'hydrogène fatal, par exemple, dans l'industrie chimique. Et donc, il y a des tonnes et des tonnes d'hydrogène qui sont fabriqués. Vous n'avez qu'à demander aux gens de chez Solvay, par exemple. Ils en font plein, sans le vouloir, mais c'est simplement, ils font des trucs chimiques qui font que la génération, par craquage d'hydrogène de carbone, fait de l'hydrogène. Et donc, moi, je pense qu'on va être surpris par ce qui va se passer demain. Un acteur comme Honda, par exemple, a imaginé des stations personnelles avec des panneaux solaires où on fabrique son énergie chez soi, pour la voiture électrique ou pour la voiture à hydrogène. Et moi, je pense qu'il y aura beaucoup de façons de produire l'énergie. Mais par contre, là, vous avez raison sur un point, c'est que le problème, c'est le parc ancien. Le parc français a tendance à vieillir de plus en plus, presque 9 ans, 8,7 aujourd'hui. Et donc l'effort doit porter aujourd'hui là-dessus. Alors, Bruxelles demande à chaque fois aux constructeurs de baisser les émissions, c'est très bien, hein, mais ça génère des milliards de dépenses pour... on est dans l'éthylonesque au niveau des rejets aujourd'hui. Et donc il faut faire un peu moins qu'Epsilon pour gagner. Alors que par contre aujourd'hui, on devrait faire du curatif sur le parc existant, notamment les vieux diesels, ou si on pouvait faire du rétrofit de filtres à particules, par exemple, si c'était possible. Ça serait déjà une première chose, mais ne serait-ce que l'entretien. Et donc, il y a une chose très simple, heureusement, qui est possible aujourd'hui, c'est l'éco-conduite. C'est tout bête, mais il y a des applications sur smartphone qui permettent, même à quelqu'un qui a une vieille voiture, de conduire différemment et d'apprendre à gagner des litres de consommation. Et ces litres qu'il a gagnés, c'est autant d'énergie qu'il n'a pas consommé. C'est bien pour son portefeuille, mais c'est bien aussi par rapport à la pollution. Mais le débat est très compliqué en matière d'énergie. Il n'y a pas de solution simple, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire « j'ai raison ». Voilà. Mademoiselle, une question. Oui. Bonjour, donc déjà bravo pour le travail. Voilà, je vais rejoindre un peu la question de monsieur. J'ai 14 ans et donc bientôt, on va dire, il y a l'auto-école. Est-ce que les voitures de maintenant vont rejoindre l'auto-école ? Bon, ce qui va sûrement être vrai, mais est-ce que cela ne va pas enlever les bases de la conduite ? C'est-à-dire quand, par exemple, vous avez dit qu'elles vont retourner dans le manuel, est-ce que cela ne va pas poser un problème au niveau de l'apprentissage ? Alors, comment répondre à ça ? Il fut un temps, on apprenait à conduire avec une botte manuelle. Moi, j'ai appris comme ça. C'est ce qu'il y a de plus dur. Tu verras quand tu passeras le permis, c'est passer la vitesse, l'embrayage. Il faut d'abord que tu vainques ça. Après, le reste sera plus facile. Si vous passez un permis sur une boîte automatique, vous n'aurez que la partie boîte automatique. C'est-à-dire que théoriquement, vous n'avez pas le droit de conduire une voiture avec une boîte manuelle. Bon, enfin bref. Le fait est que les assistances à la conduite ne font que rappeler des évidences. Si le permis était bien enseigné, si on apprenait vraiment à bien conduire dès le départ, on aurait peut-être moins besoin de tout ce que j'ai montré là. Regardez dans les rétros, mettre ces clignotants. C'est des choses de base, mais que les gens ne font plus. Ils sont devenus tellement feignants qu'on est obligé de mettre l'électronique partout pour leur rappeler que, tiens, là, tu as changé de voie sans prévenir. Enfin, vous voyez où on en est, quoi. Donc, ce qui est certain, c'est que dans les cours de conduite, il y aura certainement de la complexité en plus, parce qu'il va falloir intégrer beaucoup d'autres paramètres. Mais le fait est que les véhicules d'auto-école aujourd'hui, en général, c'est des Citroën C3, enfin, ça peut être des Clio, etc. Même ces véhicules-là, bon, cela dit, les auto-écoles, en général, sont des gens assez radins, donc ils prennent des voitures avec les moins d'options possibles. Hein, mais même ces voitures-là sont de grande diffusion et sont amenées, un jour, d'une façon ou d'une autre, à avoir les équipements. En tout cas, ce qui serait dommage, c'est qu'on apprenne à conduire sans vous apprendre, à vous les jeunes, d'abord un certain nombre de règles de base, mais surtout, j'espère qu'on vous sensibilisera sur l'importance de ces systèmes, mais aussi leurs limites.
Après tout, ce n'est que l'électronique et ce n'est qu'une aide à la conduite. Ce n'est pas quelque chose qui va tout faire pour vous, c'est quelque chose qui est là pour vous aider un petit peu, mais à la base, il faut être concentré et se dire que n'importe quoi peut arriver. Moi, j'ai eu la chance de faire des stages de conduite, de faire des écoles, et ce que j'ai retenu de tout ça, c'est tout peut arriver. Quand vous conduisez, vous dites n'importe quel truc peut arriver. Je passe au feu, mais quelqu'un peut brûler le feu rouge. Je remonte une rue, j'ai appris que si les roues étaient inclinées comme ça, c'est peut-être quelqu'un qui va sortir de sa place et me couper la route. Quand vous roulez comme ça, déjà, il y a 50% du boulot qui est fait. Donc, retiens bien ce que je t'ai dit, parce que je pense que ça va t'aider un jour. Oui, si on comprend bien, donc à terme, l'hydrogène va devenir un fuel pratiquement universel. Ça pourrait. Enfin, encore une fois, je n'ai pas dit solution unique. Il y aura de l'électrique. J'ai bien compris. Des petites voitures. Pour les plus gros, ça sera sans doute de l'hydrogène. Voilà. Oui. Alors donc, comme on l'a dit précédemment, pour produire de l'hydrogène, il faut consommer de l'énergie. Sauf si on est capable de faire travailler des petites bactéries qui vont être capables, par exemple, produire de l'hydrogène à partir, je sais pas, de la matière organique ou de l'eau. Exactement. Ça peut être une solution. Mais les Américains ont développé un système là-dessus. J'en ai entendu parler il n'y a pas très longtemps, justement. Donc, il y a des solutions alternatives. Et il semblerait qu'il existe de l'hydrogène naturel qu'on a pu trouver. Notamment en Russie et en Afrique aussi. C'est vrai. Alors, la deuxième question. Est-ce que, compte tenu du développement futur de la voiture à hydrogène, donc il faudra de plus en plus d'énergie, mais parallèlement à ça, on va consommer de plus en plus d'énergie pour la vie de tous les jours. Elle va doubler d'ici 2050 dans le monde. D'accord. Alors donc, est-ce qu'il y aura suffisamment d'énergie, j'allais dire fatale, c'est-à-dire qui restera en dehors des usages pour produire de l'hydrogène en quantité suffisante pour faire marcher les voitures? Deuxièmement, pour transformer de l'hydrogène en électricité, il faut des piles à combustible. Et dans les piles à combustible, il y a des métaux précieux. Dans l'électronique, il y a des métaux précieux. Enfin, dans tout ce qui existe aujourd'hui, il y a des métaux précieux, qui sont de plus en plus rares, puisqu'on les appelle des métaux rares. C'est vrai. Tout ça fait que, est-ce qu'on n'atteindra pas, à terme, la limite de l'emploi de l'hydrogène? Alors, c'est possible. Après, je peux vous dire que l'hydrogène, on en trouve dans l'eau. Donc, de l'eau, il y en a encore pour quelques siècles, d'après ce que je crois savoir. Sur le problème des matériaux précieux, donc le platine, etc., pour ne pas le nommer sur les piles à combustible, il y a des recherches qui sont faites pour diminuer leur part, effectivement. Mais vous savez, à un moment, on disait le lithium, peut-être qu'il n'y en a pas tant que ça pour les batteries des voitures électriques. Finalement, aujourd'hui, mis à part que ce sont les petits Chinois qui risquent leur vie pour aller le chercher, pour qu'on puisse téléphoner avec nos iPhones et acheter plein d'applications à Apple, moi je pense que le génie humain fait qu'à un moment, même face à une impasse, il y a toujours un moment où on arrive à trouver des dérivés, des substituts. Et puis, encore une fois, l'hydrogène ne réglera pas forcément tout. Mais il y aura des usages stationnaires, il y aura des usages en tant que vecteur d'énergie, ça j'en suis certain. Et donc, on pourrait très bien faire une économie sur l'hydrogène. Enfin, en tout cas, c'est ce que prétend Jeremy Rifkin, ce fameux économiste américain. Moi, je pense que, en tout cas, ça nous permettrait d'avoir une certaine forme d'indépendance énergétique, parce que on peut faire des choses chez nous, sans forcément apporter du carburant qui vient d'ailleurs. Donc, on pourrait d'ailleurs réindustrialiser certaines applications. Donc, c'est aussi, sur un plan géostratégique, quelque chose d'important. Mais j'ai pas dit que l'hydrogène allait tout remplacer non plus. Certains ont prétendu que l'électrique allait tout renverser. Bon, pour l'instant, ça n'a pas renversé grand-chose. L'hydrogène, je pense, c'est une forme de voiture électrique. De toute façon, ce qui est certain, c'est que du zéro émission, il y aura forcément un jour une ville qui décidera que dans son centre-ville, il n'y aura que ça et rien d'autre. Donc, si vous n'avez pas de zéro émission, eh bien, vous marchez à pied ou vous faites du vélo. Bien qu'en faisant du vélo, vous rejetez du CO2 et que de toute façon, il n'y a rien de neutre non plus. C'est quand même énorme. Je voudrais poser une autre question. Est-ce qu'on a le droit aujourd'hui de passer par une conduite sur une voiture électrique? Alors, ce que je peux dire, c'est que... Oui, alors il y avait deux questions. Donc, monsieur faisait référence au caractère explosif de l'hydrogène. Bon, ça fait partie des choses qu'on entend très souvent, évidemment. Donc, mais c'est pas... Oui, non, mais c'est vrai. Mais il est aussi très volatile. Alors, le fait est qu'aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que toutes les voitures à hydrogène
qui ont été mises en circulation ou qui sont commercialisées. Vous imaginez bien qu'un constructeur comme Toyota, quand il lance la Mirai, des crash tests, il en a fait quand même quelques wagons derrière. Et donc, les crash tests sont faits sans qu'il y ait de problème particulier. Oui, c'est vrai, ça peut exploser, mais tout comme une voiture essence peut exploser, enfin, tout comme une voiture électrique, les batteries, ça prend feu. Et une fois que ça a pris feu, d'ailleurs, on ne peut plus l'arrêter. Au passage, je vous apprends une petite chose. Chez Renault, ils ont trouvé une astuce. En fait, ils savent qu'en cas d'incendie, il faut noyer tout de suite la batterie pour éviter les problèmes. Donc, il y a un emplacement que les pompiers connaissent. Il y a un trou. Ils arrivent, ils mettent la flotte là-dedans et la batterie est noyée. Fin de l'histoire. Donc, sur le caractère nocif ou volatile ou explosif de l'hydrogène, beaucoup d'études ont été faites là-dessus. Vous verrez que l'ADEME va sortir en juin un document qui va remettre en cause pas mal de certitudes par rapport à ce point-là. La deuxième question était, est-ce qu'il y aura un permis spécial pour les voitures électriques? On peut le penser. Il y a des auto-écoles, et notamment dans plusieurs pays, où des voitures électriques sont utilisées pour justement l'enseignement de la conduite. Et une marque comme Mercedes prête des voitures à certaines auto-écoles pour qu'en tout cas, les jeunes élèves puissent au moins passer une partie de leur formation pour savoir ce que c'est qu'une voiture électrique. Tu auras peut-être la chance un jour d'avoir ta voiture électrique au hydrogène, j'en sais rien. Mais c'est bien de savoir comment ça se comporte par rapport à une voiture classique. Parce qu'une voiture classique, en fait, ça vibre, il y a des vitesses, c'est insupportable. Une voiture électrique, c'est tout doux. Et tu verras, on conduit, on est relax, quoi. Pourquoi s'embêter à passer les vitesses alors que vous avez un truc qui fait pas de bruit, mais qui fait d'autres bruits, par contre. C'est un peu le revers de la médaille. Compte tenu de l'heure, ça sera la dernière question. Désolé s'il y en avait d'autres. Bonsoir. Est-ce qu'on a des informations sur le coût d'entretien du parc Autolib à Paris, par exemple? Alors, ce que je peux dire, j'ai visité le garage qui répare les voitures. C'est très intéressant. Il y a 50 voitures qui arrivent chaque jour. Alors, des fois, pour des trucs mineurs, hein, c'est un rétroviseur cassé. Bon, il y a de la casse, vandalisme, mais pas tant que ça, finalement. Par contre, c'est vrai que les gens font pas très attention, donc la portière, les pneus, ils se gardent sur le trottoir n'importe comment. Enfin, ce que je sais, c'est que ça coûte cher à assurer. Mais M. Bolloré a la chance d'être actionnaire de Generali, donc il a certainement pu négocier un prix, j'imagine. Mais ça coûte quand même un petit peu d'argent. Autolib, en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'ils ont un atelier dans le nord de Paris, en fait, enfin c'est à Aubervilliers, pour être plus précis. Et donc, bon, ils sous-traitent tout ce qui est carrosserie, mais par contre, ils remplacent un certain nombre de pièces. Hein. Les batteries, pas tant que ça, c'est pas tellement ça qui est en cause. C'est plutôt des petits pets de pas grand-chose, mais ils en profitent à chaque fois qu'une voiture entre. Ils font une mise à jour du logiciel, par contre. Ça, systématiquement, il y a un petit coup d'électronique. Et donc, chaque bagnole qui rentre, comme ça leur permet de passer en revue les 2000 en circulation. Donc, un petit coup, allez hop, on change la carte, on change le soft, et puis c'est reparti pour un tour. Ils ont changé les sièges, par exemple, parce que les sièges étaient trop salissants. Bon, vous savez, le Parisien, il respecte rien, hein, donc il est quand même bien connu pour ça. Donc, les gens, ils font n'importe quoi dans les voitures. Donc, du coup, il faut vraiment que ce soit très résistant. Et c'est pour ça que les voitures ne sont pas peintes chez Autolib. Elles sont grises parce qu'il n'y a pas de peinture dessus, en fait. Hein. Ils se sont dit, si jamais on les peint, on va pas arrêter. Donc, du coup, ils les ont pas peintes. Mais c'est intelligent comme truc. Parce qu'en fait, une voiture Autolib que vous voudriez acheter, c'est possible, hein, pour un particulier ou pour des flottes. Eh bien, cette voiture ne supporte pas les rouleaux parce que en fait, c'est un vernis spécial. Enfin, c'est même pas un vernis, c'est une espèce de film plastique qui est autour de la carrosserie. Et donc, en fait, c'est très contraignant d'avoir une Autolib. Enfin, je vous le dis, hein, à titre personnel, mais moi, j'ai fait l'essai une fois, j'ai épluché le mode d'emploi. Vous dites quand même, ouais, c'est... Sachant que le défaut principal, c'est que la batterie est une batterie chaude, donc elle a besoin d'être mise sous tension pour fonctionner. Donc, votre voiture est laissée pendant 2 jours dehors, vous revenez 48 heures après, il n'y a plus rien dedans. Donc, c'est pour ça qu'elles sont tout le temps branchées, les Autolib. Il faut le savoir, hein. C'est du lithium-métal LMP, c'est lithium-métal polymère, les batteries de Bolloré. Batterie LMP. Bien, il nous reste à remercier une nouvelle fois Laurent Meillot pour sa présentation et cette discussion. Et puis pour nous, je vous donne rendez-vous le mois prochain, toujours pour parler d'avenir, mais de façon un peu peut-être moins sexy, c'est savoir si le charbon a encore un avenir.